Et je traite également d'autres spécialités, notamment de responsabilité médicale, d'accident de la route ou d'attentat. Donc voilà, moi je vais vous donner plutôt l'aspect légal, le cadre légal du cyberharcèlement et de l'harcèlement. Voilà. Eh bien, du coup, bonjour à toutes et tous. Juliette et moi, on représente aujourd'hui, parce qu'on n'est pas les seuls, bien sûr, l'association Stop Ficha, donc depuis peu une association. Voilà, en fait, on lutte contre les cyberviolences sexistes et sexuelles, mais donc ça comprend aussi les questions de genre, de sexualité, de discrimination en général. Et, euh, et voilà, en fait, on milite pour sensibiliser, pour accompagner les victimes, et puis pour enquêter, traquer ces comptes, essayer de remonter petit à petit jusqu'aux personnes derrière les comptes, et via donc des enquêtes ouvertes au niveau judiciaire. Voilà. Du coup, je vais commencer par prendre la parole. Moi, je vais vous donner l'aspect légal, le cadre légal de l'harcèlement dans un premier temps. Ce que c'est que l'harcèlement, avant d'entrer dans les détails du cyberharcèlement, qui est un genre d'harcèlement. Donc, l'harcèlement, c'est un terme qui est assez large, qui regroupe divers harcèlements différents, notamment l'harcèlement scolaire, l'harcèlement moral, l'harcèlement moral au travail, l'harcèlement sexuel au travail, aussi le cyberharcèlement, par exemple. Qu'est-ce que c'est dans un premier temps l'harcèlement? Donc l'harcèlement au sens large, ça correspond à une répétition de propos et de comportements qui cherchent à dégrader les conditions de vie de la victime. Donc, en fait, ce délit se découpe en 3 parties. La première partie étant qu'il faut nécessairement des propos et des comportements répétitifs. Donc, la répétition est extrêmement importante. On considère de manière générale que la répétition est qualifiée dès lors que les faits se sont passés à 2 reprises, lorsque les propos ont été tenus à 2 reprises. Ces propos-là doivent avoir un objectif. Donc, l'auteur des faits doit avoir un objectif précis, qui est celui de dégrader les conditions de vie de la victime. Dégrader les conditions de vie de la victime au travers d'insultes, de menaces, de propos obscènes, d'appels malveillants, d'SMS malveillants, par exemple. Et c'est cette dégradation des conditions de vie de la victime vont se traduire notamment par l'altération, donc la dégradation de l'état physique et mental, donc de l'état de santé physique et mental de la victime, qui peut notamment tomber dans une grande dépression, avoir des troubles du sommeil, développer une anxiété sévère, etc. On reviendra sur toutes ces conséquences un peu plus tard. Alors, pour vous illustrer un petit peu ce que c'est que l'harcèlement, je vais vous donner 2 exemples d'harcèlement qui vous diront certainement quelque chose. Premièrement, l'harcèlement moral au travail. Je ne sais pas, certains d'entre vous sont peut-être déjà dans le milieu du travail, d'autres vont certainement y arriver très prochainement dans les mois qui suivent, voire dans les années qui suivent. L'harcèlement moral au travail ou l'harcèlement sexuel au travail existe. C'est un harcèlement qui est prohibé par la loi et puni par la loi. Qu'est-ce que c'est que cet harcèlement au travail? Cet harcèlement moral au travail se caractérise par des agissements répétés. Donc là, on retrouve encore cette action, donc élément de l'harcèlement. Donc ce sont des agissements répétés qui ont pour objet de dégrader aussi pas les conditions de vie du salarié, mais les conditions de travail. Donc c'est encore assez particulier. Donc ces agissements-là ont comme objectif de dégrader le travail de la victime et ont pour objet de porter atteinte aux libertés et aux droits du salarié, puisqu'effectivement, un salarié, dans le cadre de son travail, a des droits, notamment de faire des demandes particulières, d'aller voir son syndicat, etc. Et donc, ce salarié, à la suite de ces agissements répétés, va se sentir à l'aise au travail, va développer une certaine anxiété à aller au travail, plus de vouloir y aller, tellement la personne sera dégrader ces conditions de travail du salarié vont avoir comme conséquence effectivement d'altérer l'état physique et mental du salarié. Donc on retrouve encore
la même trame que je vous ai développée tout à l'heure. Donc, la répétition des faits, un objectif précis qui est celui de dégrader les conditions de travail du salarié et les conséquences qui sont notamment physiques et mentales. Et dans le cadre de l'harcèlement moral au travail, il y a une autre conséquence qui est celle de compromettre l'avenir professionnel de la personne. C'est-à-dire que la personne va tellement se sentir mal à l'aise au travail, va considérer qu'elle n'est peut-être plus légitime, plus capable de travailler et va peut-être demander à changer, à démissionner, à changer de société ou même changer complètement de corps de métier. Donc, dans le cadre d'un harcèlement moral au travail, ça peut être évidemment, l'auteur peut évidemment être votre patron, donc votre supérieur hiérarchique, mais pas obligatoirement. Le lien de hiérarchie n'est pas obligatoire pour pouvoir qualifier l'harcèlement moral, puisque cet harcèlement peut aussi être fait par vos collègues de travail. Donc, le lien de subordination n'est pas du tout à qualifier dans ce cadre-là. Autre exemple d'harcèlement qui peut-être vous parlera un peu plus, l'harcèlement scolaire. L'harcèlement scolaire est un harcèlement qui aujourd'hui fait beaucoup parler malheureusement. Il y a beaucoup de victimes aujourd'hui. L'UNICEF parle de 700 000 élèves harcelés par an en France, donc c'est énorme, ce sont des chiffres qui sont extrêmement inquiétants. Qu'est-ce que c'est que l'harcèlement scolaire? Donc déjà, il faut savoir que c'est le fait d'une ou d'un groupe de personnes. Donc ça peut être seulement une personne qui harcèle une autre ou un groupe de personnes qui harcèlent la même personne. Cette personne-là est dans la capacité de se défendre. Comment se traduit l'harcèlement scolaire? L'harcèlement scolaire se traduit notamment par le fait lorsqu'un enfant, un élève, est insulté à plusieurs reprises, fait l'objet de plusieurs railleries, de moqueries assez méchantes, il est menacé lorsqu'il est battu, bousculé dans les couloirs, ou lorsqu'il reçoit par exemple des messages injurieux à répétition, soit d'un groupe ou soit d'une même personne. Ça, on est dans le cadre d'un enfant, d'un élève qui est harcelé dans le cadre de l'école. Et l'harcèlement scolaire est assez particulier parce que souvent, l'harcèlement scolaire, il naît au travers d'un rejet, le rejet d'une différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques de cet enfant-là. C'est-à-dire que cet enfant-là a quelque chose de particulier, par exemple, par rapport aux autres enfants. Ça peut être sur son apparence physique, parce que c'est quelqu'un qui souffre d'obésité, par exemple, ou au contraire, quelqu'un qui souffre d'anorexie. On va se moquer de son apparence physique. Ça peut être aussi sur son sexe ou son identité de genre. On va, par exemple, se moquer à plusieurs reprises un enfant, un garçon, qui est peut-être jugé trop efféminé. Ça peut être également dans le cadre d'un handicap. Cet élève présente un handicap, qu'il soit physique, psychique ou mental. Je donne un exemple simple, un élève qui souffre de bégaiement, il peut se faire harceler de façon quotidienne par un groupe d'élèves ou par un seul élève. Donc voilà, le harcèlement scolaire, il naît souvent sur cette idée de rejet de la différence. Donc on constate que cet élève a quelque chose de particulier qui se démarque un petit peu des autres élèves et on va jouer sur cette différence pour l'harceler et pour pointer du doigt cette différence-là. Après vous avoir du coup développé ces deux types d'harcèlement un peu particuliers, j'aimerais un peu insister sur l'harcèlement scolaire parce que l'harcèlement scolaire souvent est couplé au cyberharcèlement, l'harcèlement en ligne, ce dont on va s'occuper maintenant, parce que lorsqu'un enfant, un élève est harcelé à l'école, il est donc harcelé tout au long de la journée dans le cadre de l'école, dans les murs de l'école, du lycée, du collège, de l'école primaire, parce que ça commence très très tôt. Mais malheureusement, lorsqu'il quitte cette école-là, il continue à être harcelé, comment? Au travers des réseaux sociaux, au travers de cet harcèlement qu'on appelle l'harcèlement en ligne, le cyberharcèlement. Et donc, souvent, le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement sont couplés. Le cyberharcèlement, qu'est-ce que c'est? Donc, le cyberharcèlement, c'est un délit, c'est puni par la loi. C'est un délit qui est qui est quelque chose de très nouveau. C'est quelque chose qui est né seulement en 2014. Donc, c'est un délit qui est assez nouveau et qui est codifié dans le code pénal et puni par l'article 222-33-2-2 du code pénal. Je vais vous lire le texte. Donc, le texte de loi, au travers de cet article du code pénal, définit le cyberharcèlement comme étant le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés. On retrouve
la condition de répétition, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie. Deuxième élément, l'objectif de l'auteur, donc la dégradation des conditions de vie de la victime, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. 3. Les conséquences. On retrouve encore le troisième élément, donc les conséquences qui se traduisent par l'altération, donc la dégradation de l'état physique ou mental de la victime. On comprend donc que le cyberharcèlement est une forme de harcèlement qui se manifeste au moyen de technologies du numérique, donc par exemple les réseaux sociaux, les messageries, type Google, Gmail, etc., les adresses mail, les sessions de jeux en ligne. Lorsque vous jouez en ligne, vous communiquez entre vous souvent, vous avez une plateforme sur laquelle vous pouvez échanger des messages. Eh bien, cette plateforme-là peut faire également l'objet de cyberharcèlement, ou encore sur les téléphones portables. Lorsqu'on reçoit des SMS malveillants, des MMS malveillants à répétition, c'est aussi du cyberharcèlement. Donc, le cyberharcèlement englobe vraiment toutes les plateformes du numérique, toutes les technologies du numérique, pardon. Ce comportement, ces propos qui sont tenus et le comportement qui est adopté par l'auteur ont donc comme objectif de susciter la peur, l'irritation, voire la honte chez ces personnes qui sont ciblées. Comment se traduit le cyberharcèlement? Je vais vous donner plusieurs exemples. Ça peut être par exemple la diffusion de photos ou de vidéos qui vont ridiculiser la victime. Une vidéo qui est prise comme ça sur Snapchat, sur Twitter, sur peu importe, et on va la relayer pour que tout le monde puisse se moquer de lui. C'est du cyberharcèlement. La diffusion de photos intimes. Alors ça s'appelle le revenge porn. C'est un type de harcèlement lorsqu'on prend des photos, on a en notre possession certaines photos, par exemple dans un couple, des photos ont été échangées dans le couple, et lorsque les deux personnes ne sont plus ensemble, un des membres du couple menace l'autre en lui disant « je vais publier ces photos intimes de toi », il les publie. Ça s'appelle du cyberharcèlement, ça s'appelle du revenge porn, c'est un type particulier d'harcèlement. Autre manière, autre cyberharcèlement possible, les diffusions de rumeurs mensongères. Ça, c'est quelque chose de très commun au collège notamment. Divulguer des rumeurs sur quelqu'un, déjà dans le cadre de l'école, ça arrive, et continuer à les divulguer sur Internet. Ça s'appelle du cyberharcèlement. Inventer quelque chose sur une personne, alors qu'on sait évidemment que c'est faux, on sait dès le début que c'est faux, mais on veut embêter cette personne-là, et donc on divulgue ces informations pour lui porter préjudice, pour dégrader ses conditions de vie, ce qui va altérer son état de santé. D'autres cyberharcèlements, on a pu voir les usurpations d'identité, les piratages de comptes. C'est d'ailleurs le collectif Stop Ficha vous en parlera plus précisément, c'est notamment le cas des pages Ficha. Lorsqu'on prend des photos de personnes et qu'on les met dans un compte pour pouvoir, entre guillemets, afficher ces personnes-là dans certaines circonstances. Donc, tous ces exemples-là sont des cyberharcèlements comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cyberharcèlement est souvent couplé à des actes de harcèlement hors ligne, comme c'est le cas de l'harcèlement scolaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Alexis avec nous, qui a été victime de cyberharcèlement et de harcèlement scolaire pendant près de 6 ans et qui pourra vous parler un petit peu de son parcours et de ce qu'il a vécu. Après vous avoir expliqué tout ça, la question que vous vous posez aujourd'hui, évidemment, qui sont les responsables? Donc, dans un premier temps, les auteurs de ces faits-là, évidemment, sont responsables. Ce sont les premiers responsables dans ces faits-là et leur responsabilité sera automatiquement engagée. C'est pour ça qu'il faudra collecter des preuves et je vous en parlerai tout à l'heure, l'importance de collecter les preuves dans le cadre du cyberharcèlement. C'est extrêmement important. Mais il existe d'autres responsables et ces responsables-là, on n'y pense pas automatiquement. C'est notamment le cas des hébergeurs, donc les hébergeurs des contenus rédigés, donc les hébergeurs de ces jeux en ligne, les hébergeurs Facebook, Twitter, Instagram, peuvent évidemment être responsables en cas de cyberharcèlement, mais il faut 2 conditions cumulatives, c'est-à-dire 2 conditions qui doivent être remplies. S'il n'y a qu'une seule condition qui est remplie, ça ne suffit pas. Il faut absolument que les 2 conditions soient remplies, d'où l'importance, encore une fois, de collecter les preuves, puisqu'il faut dans un premier temps que l'hébergeur ou les fournisseurs d'accès à Internet aient eu connaissance de ces faits.
de ces messages publiés. D'où l'importance, si vous êtes victime de cyberharcèlement, d'envoyer un message à la plateforme de service en ligne de l'hébergeur, par exemple Facebook, etc. Ils ont un service, vous pouvez leur envoyer un mail, un message, et de screener, donc de faire une capture écran de ce message pour montrer, pour prouver que vous avez bien envoyé, vous avez bien alerté Facebook des faits qui sont avérés, des propos qui sont tenus à votre rencontre. Et si Facebook, Twitter, peu importe, n'agit pas rapidement pour retirer ces messages, eh bien, on pourra engager la responsabilité. Donc, c'est très important de pouvoir collecter ces preuves-là lors de l'envoi de ces messages pour les prévenir de cyberharcèlement. Donc, voilà, évidemment, les auteurs sont les premiers à qui on pense, mais il ne faut surtout pas oublier les hébergeurs qui ont un rôle très important dans la lutte contre le cyberharcèlement. Et d'où l'importance aussi de signaler les contenus indésirables, les contenus violents, les contenus choquants, etc. Je vous en parlerai tout à l'heure aussi. Et si vous considérez que vous avez prévenu ces hébergeurs-là ou ces fournisseurs d'accès et qu'ils n'ont pas agi rapidement alors que vous les avez prévenus, leur responsabilité pénale peut être engagée, puisque la responsabilité pénale des personnes morales peut évidemment être engagée aux yeux de la loi française. Aujourd'hui, on est vraiment dans une situation très, très, très particulière parce que depuis quelques années, on voit réellement une recrudescence importante donc une augmentation importante du cyberharcèlement, vu la multiplicité de tous les réseaux sociaux qu'il y a actuellement. Au début, on avait seulement MSN, ensuite il y a eu Facebook, maintenant on a Twitter. On a Telegram, on a pas mal de réseaux sociaux et du coup, ça devient de plus en plus ingérable pour les associations et pour les collectifs tels que le collectif Stop Ficha. Et la situation actuelle dans laquelle on vit, la crise sanitaire Covid-19, a aussi favorisé le développement de cyberharcèlement, notamment lors du premier confinement, puisque tout le monde était chez soi. Et donc, je pense que certains ne savaient plus trop quoi faire de leur journée et se sont amusés à commettre du cyberharcèlement de façon très importante. Et du coup, je vais laisser le collectif Stop Ficha en parler un peu de leur association et ce qui s'est passé pendant le confinement. Ok, bonjour. Je pense que on va peut-être revenir rapidement sur le collectif, comment il s'est formé, qui on est, etc., avant de parler plus en pratique des comptes Ficha, etc. Donc le compte Ficha, l'association, pardon, nouvellement association Stop Ficha, c'est donc comme Agnès, c'est un collectif qui s'est créé en urgence, phénomène de cyberharcèlement déjà présent. En fait, ça s'est amplifié pendant le confinement du fait qu'on soit tous et toutes enfermés. Donc, aujourd'hui, au sein du noyau en fait, de l'association, on est une quinzaine de femmes étudiantes ou alors déjà dans le monde du travail. On travaille aussi également avec une avocate. Et on a pas mal de volontaires, de bénévoles qui nous aident aussi sur les signalements. Donc en fait, nous, on lutte sur le cyberharcèlement, mais surtout sur le cyberharcèlement sexiste et sexuel, c'est-à-dire donc, du coup, sur les comptes Ficha. Donc Ficha, c'est les affiches en verlan. Les comptes, que ce soit sur Instagram, Snapchat, donc les réseaux sociaux, ou sur des groupes, sur des plateformes telles que Telegram ou comme Discord, où on retrouve en fait des images, des photos, des vidéos de jeunes filles en majorité qui sont exposées, qui sont partagées de manière massive, sans consentement, c'est-à-dire sans l'accord de ces jeunes femmes, sans l'accord des victimes, dans un but en fait de nuire, de dégrader, que ce soit de porter atteinte à la dignité, à l'intégrité, à la vie privée, sociale en fait de ces jeunes femmes. On peut peut-être rajouter que en fait, donc en majorité, c'est du coup des photos nues, des vidéos nues, mais avec, il y a souvent des informations personnelles sur la personne. C'est-à-dire qu'il y a ses réseaux sociaux, il y a parfois même son adresse, son établissement scolaire. Et ça, c'était un truc que j'avais déjà vu dans ma ville il y a quelques années.
Et en fait, là, on se rend compte qu'il y a des personnes, des victimes du coup, qui se font tabasser en bas de chez elles, qui se font retrouver, qui sont obligées de... Il y en a même une qui va jusqu'à changer de pays, parce que du coup, on a eu aussi des victimes un peu à l'international, mais bon, francophones, là, c'est par exemple le Maroc. Et en fait, carrément au point de changer de pays parce que obligé de changer de travail, obligé de... Enfin, vraiment, ça en arrive à des points où c'est assez monstrueux, quoi. Et du coup, il y a cet aspect où donc on a essayé de collaborer avec des groupes qui s'étaient formés, notamment au Maroc avec le mouvement Diafrasec. Il y avait eu aussi au Danemark, au Royaume-Uni. Voilà, enfin, il y a eu plusieurs pays, en Italie aussi, en Espagne, il y a eu plusieurs groupes. Et donc, dans un futur, on essayera de se rassembler pour essayer de se donner un maximum de force en fait ensemble. Et que dire d'autre? Oui, au niveau des schémas. Donc, donc, nous, on parle du coup de la majorité avec les vidéos, les photos de jeunes femmes, mais il y a aussi, par exemple, dans ces diffusions, des demandes avant. Donc, sur le groupe, il y a des demandes envoyer tel genre de nana, en gros. Et puis, on arrive à de la fétichisation. Donc, ça va être des mots très crus, très violents, tels que envoyer de l'asiate, envoyer de la grosse meuf, envoyer des beurettes, envoyer des daronnes renois. Enfin, ça va être vraiment de la dégradation rien que déjà dans la demande, en fait. Ça va être vraiment envoyer des mamans, envoyer des... Tout... En fait, c'est vraiment un concours de qui sera le pire dans le contenu envoyé, dans la demande, etc. Et, et en fait, c'est assez grave. Et donc, il y a pas seulement du coup des vidéos et photos de femmes nues qui ont été prises, donc des fois pendant qu'elles dorment, sans qu'elles sachent, etc. Il faut savoir que par exemple sur Snapchat, il y a des dérivés, donc Snapchat plus, je crois, où en fait ça vous permet de ne pas voir si la personne elle a screené. Donc en fait, si vous envoyez un nude sur Snap en vous disant bon c'est sur Snap, je verrai si jamais il ou elle screen, ben non, parce qu'en fait, il y a des trucs qu'on peut ajouter en application pour pas que la personne elle voit que vous avez screené. Donc ça, bon, c'est bon à savoir, quoi, de quand même, en tout cas, faire attention par rapport à si vous envoyez vos têtes, etc. Et que dire d'autre? Oui, donc en fait, il y a d'autres schémas, c'est-à-dire que des fois, ça a été des vidéos où on voyait des femmes voilées se faire enlever leur voile. Ça a été... excusez-moi, enfin, en fait, il y a plein de schémas. Et puis, oui, ce qu'on voulait aussi, c'est ne pas oublier qu'il y avait des hommes qui étaient affichés, mais alors pas sur les groupes et comptes ficha, donc pas là où on rassemble tout ce qu'on peut sur les nanas, grosso modo, mais plutôt euh, pour les garçons, ce qui se passe, c'est plus des mécanismes de chantage à la caméra et ensuite demande d'argent, demande de rançon un peu contre ce contenu pris. Et c'est en ça que dans les comptes ficha, en fait, si on regarde, il y a vraiment que des femmes. Et les garçons, ça va être plus entre la personne anonyme qui agresse et la victime, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle majoritairement, nous, par rapport à ces questions de fétichisation et du coup de sexisme et de violence sexuelle. Ouais. Peut-être pour ajouter, ouais, ça va au-delà du schéma simple en fait d'afficher une femme, mais ça va aussi, on va rajouter en fait des espèces de catégories d'affiches qui en fait rajoutent d'autant plus de discrimination. Et je pense qu'il faut aussi appuyer sur le fait que, en fait, cette idée que on peut pas séparer la vie physique, on va dire, et la vie sur Internet, puisque les deux ont des conséquences l'un sur l'autre. C'est-à-dire que, comme ça a été dit, le harcèlement à l'école peut se transporter vers le harcèlement sur Internet, mais aussi le harcèlement sur Internet et notamment les comptes ficha avec le partage d'informations personnelles, ça se transporte aussi sur la vie physique et en fait, les deux sont liés et on ne peut pas passer à côté de ce lien de causalité, enfin ce lien entre les deux. Il n'y a pas vraiment de vie Internet où il y a souvent, en fait, on retrouve notamment avec les victimes de comptes ficha, on leur dit ah mais c'est sur Internet, t'éteins ton téléphone, tu passes à autre chose, machin. Le fait est que on le sait que sur Internet, les informations, elles restent, les images, elles restent. C'est très compliqué de complètement effacer, même si on peut faire sauter des comptes ficha, etc. Mais il y a cette idée que ça se répercute en fait dans la vie sociale et que les deux ne peuvent pas être séparés
n'y a pas de vie sur Internet que l'on peut mettre de côté puisque ça a un effet sur la vie physique, entre guillemets. Voilà, et du coup, pour rebondir sur ce que disait Nadia, donc au niveau des signalements, il faut savoir que, en fait, il y a plusieurs manières de signaler. Donc, il y a signaler, bien sûr, sur la plateforme pour que la plateforme elle soit au courant. Donc, il y a que Instagram, je crois, qui donne une réponse. En fait, sinon, les autres, vous n'aurez pas forcément de réponse. Et Sinon, il y Twitter. a les mails de ces plateformes et Twitter. Et sinon, vous avez les mails de ces plateformes. Et ensuite, au niveau de plateformes autres que les réseaux sociaux eux-mêmes, quand vous copiez-collez le lien, donc Instagram, etc., des comptes, vous pouvez signaler sur Pharos, qui est la plateforme du gouvernement, en fait. Donc, ce sont des cyber-policiers derrière qui mènent l'enquête pour comprendre pourquoi ça a été signalé sur leur plateforme. Il y a aussi Point de contact et Net Écoute. Donc, point de contact, pareil, vous pouvez mettre les liens, tout ça. Et Net Écoute, vous pouvez carrément, du coup, les appeler et en même temps leur expliquer ce qui se passe. Et puis, eux, ils ont un lien direct avec les plateformes, Snapchat, Instagram, etc. Et en fait, c'est un peu un lien de confiance qu'ils ont créé avec les plateformes pour que les comptes, ils sautent plus vite, en fait. Voilà. Et puis, bon, ben, en dernier point, on voulait rapidement dire que pour porter plainte, nous, on accompagnait parfois des victimes. Et en fait, donc avec l'accompagnement des victimes et avec l'avocate. Et en fait, bien souvent, maintenant, ce qu'on favorise, c'est la lettre au procureur au lieu de se déplacer en commissariat, qui peut parfois être une violence par rapport à la réception, etc. Les policiers, on peut le dire, ne sont pas formés à recevoir ces violences en fait, qui se passent. Et donc, voilà, on recommande la lettre au procureur, où en fait, du coup, vous passez l'étape un peu commissariat, ou sinon une pré-plainte en ligne. Donc, vous tapez pré-plainte en ligne. Et en fait, ça permet d'expliquer votre histoire. Donc, vous êtes au calme, tranquillement devant votre ordi, vous expliquez ce qui vous est arrivé. Ça vous permet de poser des mots, de réfléchir, de bien construire ce que vous dites pour bien expliquer. Vous envoyez ça. Et comme ça, au moins, ensuite, quand vous vous déplacez au commissariat avec un rendez-vous pris, et ben en fait, la personne en face, elle a lu quelque chose et elle a pris aussi le temps de lire ce que vous avez mis et c'est pas juste un échange directement où parfois on a du mal à bien saisir. Au moins là, quand c'est écrit, la personne elle va avoir plus tendance à mieux vous recevoir finalement. Voilà, c'est ce qu'on a remarqué dans l'aspect porté. Et aussi, on ne pourra pas vous refuser votre plainte parce que même si c'est illégal, un policier ne peut pas vous refuser de porter plainte. Si c'est le cas, il faut demander son matricule. Mais comme ça, on est sûr de ne pas être refusé, qu'on ne nous demande pas de passer à autre chose, etc. Le rendez-vous, il est pris, la personne est au courant de votre histoire et souvent, ça se passe mieux s'il y a eu des pré-plaintes et c'est aussi rassurant. Juste, je me permets juste d'intervenir pour expliquer un petit peu. Alors, quand vous déposez plainte, vous avez deux options. Quand on veut déposer une plainte, pour n'importe quel fait, hein, on ne parle pas que du cyberharcèlement, mais pour tout, agression, vol, peu importe. Vous avez deux façons de porter plainte. Soit vous vous déplacez au commissariat, vous déposez une plainte, et ensuite vous verrez si le juge décide ou pas de poursuivre et donc d'ouvrir une enquête, etc. Et à ce moment-là, vous pourrez vous constituer partie civile. Soit vous déposez une lettre directement au procureur de la République. Le procureur de la République, pour savoir un petit peu ce que c'est, le procureur de la République, c'est en fait la personne qui va décider si oui ou non elle va poursuivre une enquête pour comment faire avec des mots simples. Elle va poursuivre une enquête pour voir si oui ou non les faits sont avérés. Et si les faits sont avérés, vous pourrez aller devant le juge. Vous pourrez aller devant un juge pour faire un jugement, une condamnation envers cette personne qui est auteur des faits. Et donc, en fait, ce procureur, si vous passez directement par la lettre recommandée avec constitution de partie civile, le procureur aura connaissance de vos faits directement sans être passé par la case commissariat. Et lui, de là, il pourra décider si oui ou non, il va ouvrir une enquête policière. Donc là, ça sera après un autre juge qui va décider, qui mènera l'enquête policière, etc. Mais lui va décider de poursuivre. Parce qu'en fait, un procureur, il a plusieurs possibilités quand il reçoit une plainte. Soit il décide de poursuivre parce qu'il dit que les faits sont avérés, soit il décide de ne pas poursuivre parce qu'il considère qu'il n'y a pas assez d'éléments et que ça ne sert à rien d'aller plus loin. Donc l'intérêt de la Constitution, de directement déposer cette lettre avec recommandé au procureur de la République,
c'est vous empêcher d'aller devant le commissariat. Et comme elles l'ont très bien dit, Juliette et Laura, effectivement, d'éviter un peu cette confrontation à la police qui n'est pas tout le temps préparée à ce genre de fait, et aussi la peur d'être discrédité ou d'être vu comme quelqu'un qui exagère un petit peu. Parce que ça existe aussi. Et quand vous arrivez avec des... Alors, tout ça pour ça, pour vous dire aussi pourquoi on va revenir sur les preuves et l'importance de la collecte des preuves, parce que souvent, on a déjà eu des victimes de ce genre de faits qu'on a un peu considérés comme, voilà, un peu fragiles, qui exagéraient un peu tout, qui abusaient un petit peu de tout ça, alors que c'était vraiment des vraies victimes, et ce qui leur manquait, c'était les preuves. Et du coup, après, ne pas avoir les preuves suffisamment irréfragables ou suffisamment fortes pour pouvoir prouver qu'on a été vraiment victime, là, ça devient très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on reviendra sur les preuves, mais c'est désolé, c'est juste pour leur expliquer un peu plus le cadre, pourquoi on passait par le procureur, etc. Voilà, c'est que vous avez deux options et dans tous les faits. Donc, si vous êtes victime, peu importe le délit, le crime, la contravention, si vous vous considérez victime de quelque chose, vous pouvez passer soit par le procureur de la République, soit par le commissariat. Voilà. Et j'ajouterais du coup à ça qu'il y a aussi un préjugé comme quoi quand on est mineur, on ne peut pas porter plainte sans une personne adulte. Donc en fait, si jamais j'ai 16 ans, je me fais afficher, je vais dire non, je ne vais pas porter plainte parce que sinon, il faut que j'en parle à papa, à maman, et ce n'est pas possible. Et en fait, non, quand vous êtes mineur, vous avez le droit de porter plainte seul. Donc au moment de la plainte, vous avez le droit. C'est ensuite, si je ne dis pas de bêtises, s'il y a un procès, qu'il faudra qu'une personne titulaire ou au moins adulte soit présente. Mais vu le temps que ça prend, déjà... Vous serez certainement majeur d'ici là. Voilà, c'est l'idée. C'est ça, ouais. Et en tout cas, voilà, vous pouvez porter plainte quand vous êtes mineur. Et c'est pour ça que c'est un exemple qu'on a eu avec Stop Ficha. Donc une collègue, une amie collègue à nous de Stop Ficha, a accompagné une victime qui était mineure. Et donc, elle savait qu'elle avait le droit que la fille porte plainte. Et en fait, arrivée au commissariat, quand ils ont su qu'elle avait 16 ans, ah bah non, non, elle a 16 ans, elle ne peut pas porter plainte. Et puis vous, voilà, vous êtes personne pour elle, quoi. Et ben non, en fait. Et ils ont insisté pendant une demi-heure en disant, mais... Puis au final, la plainte a été prise parce qu'il y a eu du forcing en face qui disait, mais moi, je vous ressors le texte maintenant qui vous dit que vous êtes obligé de prendre la plainte même si elle est mineure. Donc, c'est aussi ça qu'on a remarqué, c'est que c'est bien de venir, mais déjà avec les mots au niveau des lois et tout. Par exemple, si vous retenez bien cyberharcèlement, etc., ça pose des mots sur ce que vous avez vécu quand vous le décrivez, et comme ça, c'est retrouvé facilement. Voilà pour moi, Juliette. Et surtout, si vous avez besoin de renseignements, notamment en ce qui concerne du coup le cyberharcèlement sexiste, sexuel, les comptes Ficha, etc., n'hésitez pas à contacter en fait le compte de Stop Ficha, l'association, parce que nous, on pourra donner plus de renseignements et plus d'aide en fait, que ce soit sur notre boîte mail. On a un mail pour les victimes, on a un compte Instagram qui s'appelle Stop Ficha, on est sur Facebook, on est sur Twitter. Et voilà, donc s'il y a besoin de renseignements en plus, etc., on est joignable sur ces réseaux, on répond et on est à l'écoute aussi, voilà. Juste pour info, je vous mets ces contacts-là dans le chat. Enfin, c'est ce que j'allais dire. Mais voilà. J'allais dire mêler. Cool. Du coup, vous avez pu voir un petit peu avec Stop Ficha quel était vraiment l'impact en fait de tout ça et quelle était aujourd'hui l'importance du cyberharcèlement dans la délinquance finalement actuelle. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir avec nous Alexis qui a été victime de cyberharcèlement mais aussi de harcèlement scolaire pendant près de 6 ans. Et il a accepté de témoigner aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu quelles ont été les conséquences pour lui et comment il a vécu tout ça pendant toutes ces années et surtout comment il a réussi à se relever face à tout ça. Et donc, je vais le laisser parler, Alexis, prendre la parole. Ouais, déjà, bonjour à tous et à toutes. Donc déjà, je vais commencer par, parler de l'harcèlement scolaire, du coup, parce que si le cyberharcèlement est arrivé par la suite, c'est parce qu'il y avait du harcèlement à l'école. Donc déjà, mon harcèlement scolaire a commencé quand j'étais en primaire,
Et du coup, à ce moment-là, je n'avais pas encore de téléphone, je n'avais pas encore d'ordinateur. Donc, le cyberharcèlement a continué quand je suis arrivé au collège. Donc déjà, qu'est-ce qui s'est passé pour moi quand j'étais harcelé à l'école? Alors déjà, il y a eu plusieurs choses. C'est que déjà à l'époque, j'avais un physique assez différent des autres. C'est que j'étais déjà beaucoup plus gros que les autres. Et c'est pour ça que du coup, j'ai perdu de la confiance en moi par la suite. Mais voilà, j'étais déjà pas mal obèse par rapport à mon âge à l'époque. Et ça a continué encore par la suite au collège, etc. Et aussi par deux autres facteurs différents, mon origine, parce que moi, du coup, je suis d'origine portugaise. Et c'est vrai que du coup, bah, quand tu dis aux autres que tu es portugais, bah, y a les préjugés, il y a les poilus, les maçons, etc. Et toute mon enfance, on n'arrêtait pas de me répéter ça. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, y a un ras-de-bol. Et en fait, du coup, tous ces préjugés-là, bah, au fur et à mesure, c'est vraiment horrible de dire ça, hein, mais au fur et à mesure des années qui avancent, tu te dis, bah, c'est une habitude. Et en vrai, bah, on s'y fait, entre guillemets, on garde ça pour soi, on ne dit plus rien, on est juste un corps qui marche et qui fait juste écouter, mais qui ne parle plus, en fait. Euh, et du coup, ça a été encore plus accentué par les moqueries que j'ai eues sur mon nom de famille. Parce que du coup, je suis certes d'origine portugaise, mais mon père était français. Du coup, j'ai un nom de famille assez moqueur à première vue. Et du coup, bah, il y a forcément des jeux de mots qui suivent mon nom de famille. Je sais pas si je peux les dire ou pas, mais bon, bref. Et du coup, bah, tous ces facteurs-là accentués, ensuite qui ont poursuivi au cyberharcèlement, où quand je rentrais chez moi avec mon téléphone, je voyais des messages des gens qui, je savais qu'ils ne m'appréciaient pas, qui continuaient à m'insulter, qui me traitaient de gros, qui me disaient gros porc, etc. Bref. La violence physique n'est arrivée que très peu de fois et je considère ça comme une chance de ma part, franchement, que j'ai été frappé aussi peu de fois par rapport à ce que j'ai subi. C'est-à-dire que voilà, je sors de l'école, j'ai peur tout le temps et d'un coup je rentre chez moi, il y a une ruelle à côté et d'un coup on m'attrape, on me pousse contre le mur, on me menace, on me frappe. Et du coup, au bout d'un moment, j'étais obligé d'attendre devant l'école que mon père vienne me chercher pour rentrer avec lui. Et du coup, au bout d'un moment, il y a le gars qui me frappait était même venu, même pendant que mon père était là, me frapper par derrière et ensuite il s'est barré. Donc je trouve ça totalement horrible. En ce moment, mon père a voulu le courser, mais bon, hein, voilà quoi, différence d'âge bah, a fait que mon père n'a pas pu le rattraper. Mais aussi, du coup, comme j'ai dit, mon poids, j'ai encore plus grossi du coup au fil des années. Et du coup, au collège, on me chipait mes affaires. Donc, on me prenait mon sac, on courait. Et du coup, ils savaient très bien que moi, je ne pouvais pas les rattraper. Donc, ils faisaient des tours en faisant j'ai les affaires, j'ai le sac, etc. Donc, ils couraient. Moi, comme un con, bah, je courais derrière. Tout le monde commence à rigoler. Tout le monde commence à dire ah, regardez, il ne sait pas courir vite, etc. Quand je finissais au cross, quand je finissais dans les derniers, bah, forcément, on se foutait de ma gueule. Et franchement, je considère que ce que j'ai vécu, c'est pas aussi grave que d'autres personnes. Moi, j'ai subi, voilà, par rapport à mon poids, mon famille, mon origine, mais il y a des gens qui sont insultés tous les jours par rapport à leur couleur de peau, leur religion, etc. Et voilà, certes, moi, j'ai pas été dans les conflits chats, j'ai pas été là-dedans, et je considère ça aussi comme une chance, c'est que mon harcèlement a été, entre guillemets, moins fort que celui d'autres, et j'avoue que quand je vois ce qui se passe, etc. sur d'autres personnes, ce que j'ai ressenti, parce que je suis tombé en dépression, je le cachais à tout le monde, j'avais pas d'amis. Et si j'avais des amis, je leur faisais croire que j'étais leur ami, mais au final, derrière, je me considérais tout seul, je me cachais dans ma chambre, je restais dans mon coin, et, euh, et ça m'a même donné des idées noires à un moment, franchement, oui. Et, euh, et c'est vrai que du coup, je me suis réfugié dans quelque chose qui est assez original, la poésie. Et du coup, j'ai écrit des poèmes depuis assez peu de temps, c'est vrai. Et du coup, j'en ai déjà une petite dizaine à mon compteur. Et, euh, et du coup, je les ai montrés à mon prof de français qui, lui, m'a dit que j'avais un très bon talent en poésie et que je peux aller loin si je le veux. Et c'est vrai que du coup, ça, c'est encore plus une force, même si ça a diminué parce que le cyberharcèlement continue encore, pour ma part, mais vraiment à basse échelle. Euh,
Et il y a aussi un autre point que j'ai oublié de mentionner, d'ailleurs, ok, c'est que l'année dernière, pendant quelques mois, j'ai fait YouTube, j'ai fait un petit peu de vidéos sur YouTube. Et du coup, c'est vrai que bien sûr, on est confronté aux critiques des gens. Et il y a eu une affaire qui s'est passée, c'est que j'ai fait une vidéo sur un YouTuber qui faisait des fakes. Et du coup, sa communauté de milliers de personnes me sont tombées dessus, du coup, m'ont rabaissé, et etc., et etc., et etc. Et du coup, ça m'a encore plus fait tomber en dépression. Je me réfugiais encore plus. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Du coup, je suis parti m'expliquer avec le gars en question, on s'est raisonné, etc. Et j'ai arrêté YouTube. J'ai arrêté YouTube en faisant croire aux gens que c'était parce que j'avais moins de temps pour m'en occuper. Au final, c'est juste que le harcèlement m'a tellement foiré ma vie que j'en veux plus. J'en veux plus. Et du coup, c'est vrai que je m'en suis surtout sorti parce que j'ai des meilleurs amis, du coup, maintenant, qui franchement m'ont ramené vers le haut. À l'époque, c'était ce que je n'avais pas. J'avais pas d'amis. Là, maintenant, j'en ai très peu, certes, mais à qui je peux faire confiance et en qui j'ai confiance. Euh, les rumeurs, bien sûr qu'il y en a eu, hein, franchement, plein de rumeurs sur moi. Même encore récemment, il y a un gars de ma classe qui a voulu me foirer la vie. Mais voilà, on reste debout et aujourd'hui, oui, je vais largement mieux. Si je peux donner un conseil à ceux qui sont harcelés, c'est juste de ne pas faire comme moi, de ne pas rester dans son coin, surtout pas. C'est surtout d'aller parler à quelqu'un en qui on a confiance, que ce soit quelqu'un de sa famille, quelqu'un voilà, qu'on aime, un petit ami, une petite amie, un ami, un professeur vraiment qu'on apprécie beaucoup. C'est ce que moi j'ai fait, par exemple. Euh, et, euh, et c'est vrai que du coup, l'accumulation du harcèlement et aussi d'autres problèmes personnels que j'ai eu en si peu de temps à côté ont fait que voilà, je me suis canalisé dans ma bulle et que du coup, je suis resté dans mon coin. Et c'est ça qui m'a fait perdre plus de temps. Donc surtout, il faut parler à des gens, il faut, s'il le faut, si vous avez le courage, aller parler à des autorités. Et surtout, voilà, signaler les gens si c'est du cyberharcèlement, bien sûr. Et surtout, s'il y a des harceleurs du coup, voilà, qui regardent, hein, qui sont là, je ne sais pas. Surtout, ça n'apporte rien à votre vie d'harceler des gens. Je veux dire, c'est juste une perte de temps. Et si on dit que c'est pour s'amuser, ce n'est clairement pas pour s'amuser, parce que certes, un harceleur peut s'amuser de son côté, mais croyez-moi qu'un harcelé ne s'amuse mais clairement pas de son côté, et j'en ai fait expérience. Donc le jeu, peut-être qu'il a un sens, mais franchement, le jeu, peut-être qu'au final, ça se termine par un game over, soit d'un côté, soit de l'autre. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à en parler et à surtout témoigner contre ces gens. Voilà. S'il y a des questions, je suis preneur. Merci beaucoup, Alexis, pour ton témoignage très poignant. Et pour le coup, tu as résumé tout ce qu'on vient de dire depuis une heure. Tu as résumé totalement au travers de ton histoire tout ce qu'on a essayé de véhiculer et avec tes propres mots et avec ton expérience personnelle. Et je pense que ça servira beaucoup, non seulement pour nous, mais aussi pour les gens qui assistent en ce moment à l'atelier. Ça permettra à ces gens-là de réellement prendre conscience de l'ampleur et des impacts que ça peut avoir sur la vie d'une personne, sa vie dans son enfance, mais aussi dans sa vie plus tard lorsqu'il grandira, lorsqu'il sera adulte, au niveau de ses relations sociales, de son travail, de ses relations amoureuses. Ça va être souvent, il y a des complications qui se créent. Et je ne sais pas trop si il va y avoir des questions. Alors, on avait prévu des questions à la fin. Donc, soit on laisse à la fin toutes les questions, ou soit s'il y a des questions précises pour Alexis, vous voulez les poser maintenant. Comment tu veux qu'on fasse, Geneva? Tu préfères qu'on fasse les questions tout à la fin? Bah, là, s'il y a certaines personnes qui veulent réagir sur le témoignage d'Alexis, je pense qu'on peut se D'accord. laisser un petit temps. Ok. Mais sinon, on peut enchaîner. Enfin, s'il n'y a pas d'autres questions. Bah, sinon, on peut laisser les questions. On peut faire les questions maintenant d'Alexis. Et puis après, s'il y aura d'autres questions sur ce qu'on a dit sur le collectif Ficha ou mon intervention, elle sera à la fin. Ok. Donc, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez réagir avec le petit... avec un emoji. Sinon, s'il n'y a pas de questions... Ah.
Moi, j'ai une question Bien, on t'écoute. pour Alexis. Déjà, je voulais te dire que tu as eu beaucoup de courage par rapport à ce que tu as vécu parce que ça n'a pas dû être facile. Et je voulais te demander si tu as déjà vécu du harcèlement devant les professeurs ou le personnel éducatif et comment ils ont réagi. Euh, alors, bah déjà, merci beaucoup pour ce que tu m'as dit. Et devant le personnel éducatif, donc les professeurs, etc., ouais. Donc c'est en cours, hein, je suis généralement plus devant la salle, du coup. Et du coup, les petites boulettes de papier qu'on me jette, les... parfois on plante un stylo, mais comme les stylos, parfois quand on fonce bien, ça fait mal. Dans le dos, ça me fait mal. Du coup, moi, je fais aïe. Le professeur, lui, qui était en train d'écrire, ne voit pas. Et donc, ne sait rien de tout ça. Après, du coup, je vois le gars qui commence à me menacer. Donc, finalement, je me tais. Mais ouais, devant le personnel, ça arrivait aussi, du coup, dans la cour, quand on me chipait mes affaires ou quand, justement, on me poussait, etc. Les surveillants, du coup, qui traînaient, etc., comme il y avait beaucoup de monde autour, ne voyaient pas forcément. Mais une fois, on m'a mis une balayette et ouais, le surveillant a vu, mais il n'a rien dit. Et je crois que le gars, en plus, n'a rien eu derrière, hein. Peut-être 1 heure de colle, je crois, mais ouais, rien de plus. Donc, ouais, Merci d'avoir répondu. pas de souci. S'il y a d'autres questions, je suis preneur aussi. Vous avez d'autres questions? Laura, elle a levé la main. Ouais, moi, ce qui m'a interpellée là, c'est. Déjà, merci pour ton témoignage. Mais ce qui m'a interpellée là, c'est quand tu dis que c'est encore récent. Et du coup, si, je sais pas si c'est gênant pour toi de le dire ou quoi, mais est-ce que tu as pu voir pour poursuivre certaines personnes? Est-ce que tu as des démarches qui se sont passées ou que tu es en train d'avoir justement par rapport à ce qui se passe récemment? Euh, ouais, donc ouais, ça a poursuivi récemment, mais enfin, plutôt récemment, etc. Après, comme j'ai dit, c'est qu'au bout d'un moment, du coup, je me suis habitué à tout ça, en fait. Et ça me gêne même plus parce qu'au final, c'est beaucoup moins fort que quand j'étais en primaire ou au collège. Et du coup, en fait, je m'en fiche un petit peu de tout ce qui se passe parce qu'au final, bah, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, et j'ai oublié de le préciser d'ailleurs, c'est que quand on m'a critiqué sur mon poids, du coup, ça m'a fait perdre la confiance en moi. Et c'est que du coup, depuis septembre, je fais un régime, parce que justement, je me sentais mal dans mon corps à cause de cette perte de confiance. Et que du coup, là, j'ai perdu en 3 mois, j'ai perdu 13 kilos à cause de mon régime. Et franchement, du coup, je me sens beaucoup mieux, que ce soit du coup physiquement ou même mentalement. C'est que du coup, mon esprit a eu le temps de respirer. Ça a libéré beaucoup d'espace dans mon esprit. Et franchement, je m'en fiche un petit peu de ce qu'ils me disent. Des remarques qui sont maintenant, je m'en fiche clairement parce que voilà, maintenant, je suis heureux de mon côté, je suis heureux dans ma vie, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai rien lancé au niveau judiciaire contre ces personnes-là parce que je verrais pas l'intérêt, parce que franchement, ils font ça juste parce que je ne rentre pas dans les codes de la société actuelle, je ne rentre pas dans les codes des gens dans mon lycée, je suis différent, que ce soit mentalement ou physiquement aussi, je suis pas pareil qu'eux, et forcément c'est pour ça qu'ils me font des remarques. Mais ouais, j'ai rien lancé contre eux, parce que j'en verrais pas forcément l'intérêt derrière, parce que je sais qu'il ne se passera jamais rien pour eux, donc voilà quoi. Merci beaucoup, Alexis, pour ce témoignage. Bah, de rien. Et c'est normal, hein, j'avais pas envie de rester silencieux face à ce thème. Il y a une petite main levée. Oui, on t'écoute, Merten. Oui, bonjour, vous m'entendez? Ok, Ouais. bonjour, je me présente, je m'appelle Diane. Donc, merci Alexis pour ton témoignage. Et je trouve ça super courageux que tu fasses ça et très important. Ma question à toi est la suivante. Puis tu me dis si tu veux pas répondre, bien sûr. À ces moments-là où tu t'es fait harceler pendant toutes ces années et que tu n'as pas osé parler à quelqu'un, qu'est-ce que tu crois maintenant, en y pensant maintenant? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu peur d'en parler? Est-ce que c'était le manque de confiance, peut-être dans les personnes autour de toi? Est-ce que c'était la honte? Si tu peux. Et j'aimerais poser une deuxième question aussi.
est-ce que tu crois que les adultes qui étaient autour de toi à ce moment-là, ils auraient pu réagir différemment? Alors du coup, pour répondre à la première question, bah, déjà merci pour tout ce que tu as dit du coup au début. Du coup, pour répondre à la première question, c'est que ouais, je m'étais tais ouais, pour plein de motifs, parce que déjà, bah, j'avais honte d'en parler déjà. Et c'est ça que j'ai dit à la fin, c'est qu'il faut, pour tous ceux qui sont harcelés maintenant, il faut surtout pas hésiter, il faut pas avoir honte, parce que c'est plutôt ceux qui harcèlent qui devraient avoir honte de le faire plutôt, d'harceler les gens. Donc forcément, ouais, j'avais un peu honte d'en parler, de me confier, parce que surtout j'avais personne à qui me confier à l'époque. Euh, et ouais, la honte qui du coup était reliée à la perte de confiance en moi. Et ouais, c'est vrai que si j'aurais pu faire les choses différemment, j'aurais forcément parlé à quelqu'un. Mais ouais, comme j'ai dit, j'avais fait une sorte de carapace, une sorte de bulle autour de moi. Et ouais, du coup, je me suis tais à plein de moments. Et du coup, la deuxième question, je me souviens plus de qu'est-ce que c'était. Ah, la deuxième question, c'était est-ce que tu crois que les adultes autour de Ah, toi, s'ils ont un peu observé ce qui se passait, est-ce que tu crois qu'ils auraient pu réagir différemment et si ça aurait changé quelque chose pour toi? Euh, Bah, il y a enfin, il y a une réaction du coup qui est arrivée, mais c'était vraiment tard. C'était en quatrième. C'est qu'à un moment, j'allais même plus à l'école. J'avais la phobie de l'école. À un moment, en quatrième, j'allais même plus à l'école. Ma prof principale, elle s'était très bien aperçue que j'allais plus à l'école. Et du coup, elle a convoqué ma mère. Et du coup, on avait parlé tous les trois. J'étais en pleurs, etc. Et elle m'a conseillé d'aller voir une psy. Et donc, je suis parti voir cette fameuse psy et qui m'a dit qu'elle ne pouvait rien pour moi. Donc, quand elle m'a dit qu'elle ne pouvait rien pour moi, ça m'a encore plus descendu. Et donc, donc la réaction en tout cas que j'ai eue de la part d'un adulte à ce moment-là, bah, ne m'a pas vraiment aidé. Après, si d'autres adultes auraient réagi pendant toutes ces années, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je pense pas, parce que une seule réaction n'aurait pas suffi, parce que derrière, ils auraient quand même continué. Euh, mais ouais, qui sait, qui sait en vrai. Je sais, de toute façon, c'est passé, on ne peut pas savoir, mais personnellement, je pense que ça aurait pas changé grand chose, hein, franchement. Ok, merci beaucoup. Pas de souci. Donc, ouais. On peut peut-être avancer. Et puis à la fin, de toute façon, il y a des questions-réponses. Donc si vous voulez revenir sur le témoignage d'Alexis à la fin, après qu'on ait tout terminé, il n'y a aucun souci. Vous pourrez encore poser des questions à Alexis ou au collectif Stop Kisha ou à moi-même à la fin de toute façon, on arrive bientôt à la fin des diapositives. Ça te va, Djeneba? Ouais, c'est bon pour moi. Ok, parfait. Alors du coup, juste au travers même du témoignage d'Alexis, on a pu vraiment comprendre et constater quelles étaient les conséquences de ce cyberharcèlement. Comme Alexis a pu en témoigner, une victime de cyberharcèlement est touchée tant sur le plan physique que sur le plan moral, psychique. Dans un premier temps, sur le plan psychique, parce que ça va être quelqu'un qui va développer des angoisses, des troubles du sommeil. Qui dit trouble du sommeil, c'est quelqu'un qui va du coup développer une agressivité. On va constater un changement de comportement de cette personne. Il va être plus sensible. Ça va être quelqu'un qui va se renfermer, qui va rester dans son silence, parce que notamment, il aura honte de ce qui lui arrive, comme par exemple comme la plupart de toutes les victimes d'harcèlement, mais pas que. Les victimes, on retrouve ce critère de honte dans plusieurs victimes différentes. Les victimes d'attouchement sexuel, les victimes de viol, les victimes d'harcèlement sexuel ont aussi cette façon de développer une honte et du coup d'avoir honte de parler de tout ça, et ces personnes-là se sentent honteuses, et donc du coup elles n'arrivent plus du tout à exprimer leurs sentiments ou à exprimer leur mal-être. Et malheureusement, dans le cas d'un cyberharcèlement qui d'ailleurs est couplé avec un harcèlement scolaire, le souci c'est que cette personne va développer une angoisse, une phobie scolaire,
ne voudra plus aller à l'école. Et donc, qui dit absentéisme à l'école dit chute des notes et donc échec scolaire. L'échec scolaire, souvent, c'est un des indicateurs non seulement de l'équipe pédagogique, mais également des parents qui les alertent souvent sur quelque chose qui ne va pas, que ce soit à l'école ou à l'extérieur, parce que l'échec scolaire, surtout quand un élève est d'habitude plutôt bon ou moyen, et qui dégringole en l'espace de quelques semaines, ça illustre très souvent un mal-être, quelque chose qui ne va pas et qui n'ose pas exprimer. Et donc, c'est un élément indicateur des parents, de l'équipe pédagogique au lycée, au collège. Malheureusement, ça peut aller beaucoup plus loin, puisque certains sont également finissent dépressifs, comme ça a été le cas d'Alexis qui a souffert de dépression. Ça peut aussi finir encore plus loin en des tentatives de suicide, voire des suicides. Malheureusement, la semaine dernière, je pense qu'on est tous au courant, qu'on a vu cette information passer. La jeune lycéenne qui a sauté de son lycée et qui s'est suicidée dans son lycée. Il y a une enquête en cours, mais de ce qu'on a compris des premiers éléments, c'est que cette fille avait un profond mal-être. Elle se sentait pas bien dans sa peau, et notamment liée à des railleries et des moqueries dont elle était victime depuis déjà un bon moment au lycée. Donc, malheureusement, cet exemple dramatique illustre bien que les conséquences du cyberharcèlement et de l'harcèlement de manière générale peuvent être malheureusement irréversibles. Donc, merci encore, Alexis, pour ton témoignage et pour le courage que tu as eu aujourd'hui de témoigner sur tout ce que tu as vécu. Là, je vais vous parler un petit peu des sanctions, puisque je vous ai posé le cadre légal tout à l'heure. Je vous ai un peu expliqué quelles étaient les conditions pour caractériser ce délit-là. On a toujours le même système, acte répété, volonté, donc objectif de l'auteur plus conséquence. Là, je voudrais vous parler un peu plus des sanctions, puisque le harcèlement, comme le cyberharcèlement, comme tout genre de harcèlement, que ce soit de harcèlement moral, sexuel, harcèlement scolaire, est puni par la loi, est prohibé par la loi. Dans le cadre d'un cyberharcèlement, le cyberharcèlement est puni, quels que soient les échanges, que ce soit des échanges privés ou publics. C'est-à-dire que si vous envoyez des messages privés, c'est-à-dire des messages privés MP là, sur Facebook, Instagram, etc., en privé avec la personne et que vous l'harcelez au travers de ces messages-là, c'est également puni. Il ne suffit pas de poster des choses publiques, d'harceler de manière publique pour caractériser le harcèlement. Le harcèlement, ça peut également être privé. Donc, ça peut être même au travers de messages privés. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, comment le juge attribue la sanction. Donc, on a une sanction de base qui est prévue par le code pénal, qui est composée de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Cette peine, pour que le juge puisse la poser, il va prendre en compte plusieurs éléments. La fréquence et le pourcentage des actes. C'est-à-dire, je m'explique. Une personne qui aura harcelé une autre de façon très ponctuelle pendant 1 mois, à hauteur de, je sais pas, on va dire 4 messages, ne sera pas punie de la même façon qu'une personne, qu'un auteur qui a harcelé une autre personne pendant 3, 4 ans, 5 ans de façon quotidienne. Évidemment que cette deuxième personne sera beaucoup plus punie et de façon beaucoup plus sévère parce qu'elle aura réitéré ses faits pendant une longue période. Donc, le juge, évidemment, prend en considération ces faits-là. Alors, le juge ne dit pas que c'est plus grave ou moins grave, mais on considère qu'une personne qui le fait pendant un moment assez long et de façon très régulière, c'est une personne qui non seulement a conscience de ce qu'elle fait, elle a la véritable volonté de le faire, et certains prennent même plaisir à le faire. Et c'est ça qui est puni. Donc, le juge prend en considération, du coup, la fréquence et le pourcentage des actes qui sont commis. Il y a un autre cas aussi où la peine va être modifiée et elle va être majorée. On va passer de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende lorsqu'on rentre dans l'un des cas des circonstances aggravantes. Circonstances aggravantes, c'est un aspect en droit pénal qui permet d'aggraver une peine encourue lorsqu'on considère que c'est un peu plus grave, notamment lié à des caractéristiques de la victime. Je m'explique. Dans le cas du cyberharcèlement,
malheureusement, la plupart du temps, les victimes ont moins de 15 ans. Et ça, c'est une réalité. La plupart du temps, ça commence très très jeune et ça commence à moins de 15 ans. Aux yeux de la loi, on considère qu'un enfant de 15 ans, une victime de moins de 15 ans, c'est quelqu'un de beaucoup plus vulnérable, de beaucoup plus fragile, qui a davantage, qui a encore moins de défense que quelqu'un qui a 18 ans, par exemple. Et donc, la loi considère que c'est une circonstance aggravante. Si vous commettez un cyberharcèlement à l'encontre d'une personne qui a moins de 15 ans, vous risquez non pas 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, mais 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Parce qu'on considère que c'est encore plus grave. Il y a une autre circonstance aggravante qui est celle lorsque cet harcèlement a entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours. Je m'explique. Évidemment, un enfant de 8 jours, un enfant de 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans, même 18 ans, peut ne pas potentiellement travailler. Vous n'avez pas besoin de travailler pour qu'on puisse fixer cette incapacité totale de travail sur votre cas. Une incapacité totale de travail, c'est un concept juridique qui permet en fait d'évaluer votre préjudice corporel. Et donc, on considère que dès lors que l'harcèlement a permis la délivrance d'un certificat médical de l'unité judiciaire, médico-judiciaire, de plus de 8 jours, on considère que c'est une circonstance aggravante. Comment vous pouvez avoir une incapacité totale de travail de plus de 8 jours lorsque l'enfant subit, soit est en dépression sévère, soit développe des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la phobie scolaire, ne veut plus aller à l'école, c'est quelqu'un qui doit être suivi par un psychologue, donc on doit lui fournir des soins supplémentaires, un suivi sur plusieurs mois, on peut considérer que son état peut faire l'objet d'une incapacité totale de travail de plus de 8 jours. Enfin, la dernière circonstance aggravante qui est prévue par la loi, au titre du Code pénal, lorsque le harcèlement est commis sur une personne vulnérable et dont la vulnérabilité est apparente ou connue de l'auteur. C'est-à-dire, une personne, par exemple, une personne enceinte, c'est une personne vulnérable. Une personne qui a une infirmité, alors que ce soit une infirmité, un handicap physique, donc qui se voit, quelqu'un qui est handicapé physiquement, ou une infirmité psychique dont on ne peut pas avoir l'apparence, mais l'auteur, puisque l'auteur peut-être connaît la victime, le sait. Quelqu'un qui a des troubles cognitifs, quelqu'un par exemple qui n'entend pas bien, qui ne voit pas bien, quelqu'un qui ne s'exprime pas bien, une personne autiste. Voilà, ça, ce sont des cas où on considère que la victime est encore plus vulnérable qu'une personne en bonne santé, entre guillemets, en parfaite santé. Et donc, on considère que ces personnes-là doivent bénéficier d'une protection encore plus importante parce que ce sont des personnes vulnérables. Et donc là, dans ce cas-là, vous risquez encore une fois 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc là, ce sont du coup toutes les sanctions qui sont prévues par la loi. Comment finalement, aujourd'hui, savoir si ou non on fait l'objet d'un harcèlement ou d'un cyberharcèlement? Parce que vous allez me dire, bon, moi par exemple, j'ai pas mal d'amis, ce sont des blagueurs. Ils aiment faire des blagues, ils se moquent souvent de moi. Des fois, ils aiment bien se moquer sur mes cheveux, des fois, ils aiment bien se moquer de mes formes, etc. Comment je sais si c'est de l'harcèlement ou ça ne l'est pas? En fait, pour savoir si c'est de l'harcèlement ou pas, ça va être très subjectif, ça va être lié à votre ressenti. C'est-à-dire qu'une personne qui va vous dire « tes cheveux, pourquoi tes cheveux sont frisés comme ça? T'as des cheveux afro. Ah, mais pourquoi t'es gros comme ça ?» Ils vont rigoler sur votre poids ou sur votre apparence ou même sur votre état de santé. Si vous vous sentez mal à la suite de ces moqueries, et que vous avez dit à l'auteur d'arrêter à plusieurs reprises, vous lui avez dit « Écoute, ça ne me plaît pas que tu te moques de moi sur ça, je suis mal à l'aise, ça me fait vraiment beaucoup de mal, est-ce que tu peux arrêter ?» Et que cette personne continue malgré tout ça et de manière systématique, toujours sur les mêmes choses, eh bien, on entre dans l'harcèlement. Même si il va vous dire « Ah, mais je plaisantais, arrête de prendre ça au sérieux. » Eh bien non, c'est quand même de l'harcèlement en fait, parce que vous avez alerté cette personne, vous lui avez dit que c'était quelque chose que vous ne supportez pas, c'était quelque chose qui vous blessait et que vous ne supportez plus en fait de recevoir ce genre de moqueries et qu'en dépit même de toutes ces alertes, il a continué, mais tout ça en sortant à chaque fois « Ah non mais je rigolais, hein, ah, je plaisantais », et bien c'est de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement. Et il faut en prendre conscience.
On peut blaguer sur des choses, mais dès lors que la victime commence à se sentir mal, à ressentir un mal-être, certaines personnes arrivent même à développer des angoisses envers d'autres. C'est-à-dire que vous allez être au collège, vous allez être angoissé à l'idée de croiser une personne dans le couloir. Parce que vous savez que cette personne-là, quand elle va vous voir, elle va vous faire la même blague. Ah, mais regarde ton bide. Ah, mais regarde tes cheveux. Eh bien, tu deviens angoissé et c'est de l'harcèlement. Et à ce moment-là, il ne faut absolument pas rester silencieux. J'insiste vraiment sur ce point-là et Alexis l'a dit à plusieurs reprises. Je vais vous donner là quelques conseils à suivre et notamment le premier conseil que je vais vous donner, c'est de ne jamais, jamais, jamais rester silencieux. Que vous soyez victime ou que vous voyez une personne victime, vous la voyez être victime d'harcèlement à l'école ou de cyberharcèlement, ne restez jamais, jamais, jamais silencieux. Vous devez absolument en parler à un adulte de confiance, que ce soit vos parents, un surveillant au collège ou au lycée, une assistante sociale. L'assistante sociale est soumise au secret professionnel, donc elle n'en parlera jamais. L'assistante sociale n'est pas dépendante du principal ou du proviseur, il faut le savoir. Elle prend ses décisions seule. Si elle doit mettre un processus, alerter la police, etc., elle le fera sans l'autorisation du proviseur. Elle est indépendante, l'assistante sociale. Donc, vous pouvez en parler à l'assistante sociale. Et si vous n'arrivez pas à en parler ou à l'assistante sociale ou au professeur ou à vos parents, parlez-en à un ami de confiance. Ou vous avez encore un dernier cas, il y a un numéro vert qui s'appelle, le numéro c'est le 3020. C'est un numéro vert qui a été fait de façon explicite pour les victimes de cyberharcèlement et de harcèlement. C'est un numéro gratuit. Vous pouvez l'appeler de téléphone, d'un téléphone fixe, peu importe, c'est toujours gratuit. Vous appelez ce numéro 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous pouvez expliquer ce qui vous arrive. Et ces personnes-là qui sont spécialisées dans le domaine pourront vous diriger vers des associations qui sont proches de chez vous et qui pourront vous prendre en charge et vous aider. Ça, vraiment, on insiste et je pense que le collectif Stop Cyber va être d'accord avec moi. Il faut absolument ne jamais rester silencieux parce que quand vous restez silencieux, comment on va vous aider? On ne pourra jamais vous aider, vous resterez dans ce cercle vicieux et vous aurez du mal à en sortir tout seul. Vous ne pouvez pas en sortir tout seul, c'est très compliqué d'en sortir tout seul. Il faut absolument en parler et trouver quelqu'un de confiance. Et n'ayez pas peur des représailles. Parce que ça aussi, c'est quelque chose, je sais que les victimes prennent toujours en considération les représailles, elles ont peur des représailles. Et si on dit qu'est-ce qu'ils vont faire et si on dit comment... Il y a des professionnels, il y a des gens qui sont... Les adultes pourront prendre en considération ce fait-là et garder votre anonymat et faire en sorte que tout soit discret, que tout reste discret. J'ai déjà vu toute une équipe pédagogique de professeurs qui étaient au courant d'harcèlement à la garde d'un enfant. Et ce n'était pas de l'harcèlement scolaire, c'était seulement du cyberharcèlement. Et ils ont mis en place une pédagogie hyper discrète sans que personne ne se rende compte en faisant exprès des ateliers cyberharcèlement, en alertant, en amenant des intervenants, etc., pour que ça fasse des flashs, en fait, à ces enfants-là, et ça s'est dissipé petit à petit, en fait, tout seul, de façon naturelle, parce qu'ils se sont rendus compte. Parce que le problème, en fait, finalement, c'est que ces auteurs ne se rendent pas compte des conséquences. Souvent, c'est de la rigolade, on s'en fiche, c'est que des mots, c'est que des photos, oh là là, c'est rien de grave, on s'en fiche, on s'en moque, c'est rien. Mais non, ça a des conséquences gravissimes. Et donc, voilà, le premier conseil qu'on veut vous donner aujourd'hui, c'est de ne jamais, jamais rester silencieux. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas répondre. Que ce soit en cyberharcèlement ou en harcèlement scolaire. Ne répondez pas. La raison est très simple. C'est psychologique, en fait. Vous allez répondre à la personne va continuer, mais davantage. Ça sera un degré au-dessus. Parce qu'elle va prendre plaisir que vous lui répondiez. Et la personne, quand vous allez lui répondre, elle peut potentiellement prendre mal et le prendre personnellement. Et donc, elle va décider d'être d'autant plus méchante. Et là, on va rentrer dans un jeu où ça sera celui qui sera le plus méchant. Et ce n'est clairement pas le processus dans lequel vous devez entrer. Vous ne devez pas répondre. Dans le cas d'un cyberharcèlement, ce que vous faites, c'est très simple. Vous ne répondez pas. Vous prenez vos téléphones, vous faites des imprimés écran, des screenshots de tous les messages que vous recevez, les messages, les photos, avec l'identité, le profil de la personne. Une fois que vous avez pris toutes les preuves, vous bloquez la personne pour que la personne ne revienne plus vous parler. Évidemment, ils sont très malins, ils vont vous envoyer leurs amis ou créer des faux profils. Eh bien, vous faites la même chose. Des faux profils qui viennent vous parler, screenshot, vous faites des screenshots à chaque fois
de tous les messages, toutes les photos, vous faites que ça. Et une fois que vous avez pris tous les éléments dont vous avez besoin, vous ne répondez pas. Vous prenez que des screenshots. Une fois que vous avez tout ça, vous rebloquez. Ces éléments de preuve vont vous servir si vous décidez de porter plainte. Ces éléments de preuve vont permettre à la police judiciaire de retracer les IP. Et même si, imaginons que ces personnes-là sont très malignes et utilisent des routeurs pour changer des IP toutes les 3 minutes, toutes les 2 minutes, toutes les minutes, la police judiciaire a des moyens pour pouvoir les retracer et pouvoir les retrouver. C'est extrêmement important de collecter les preuves en matière de cyberharcèlement. Et harcèlement aussi, c'est pareil. Par exemple, si on vous envoie, je ne sais pas, comme disait Alexis, des boulettes de papier, des fois, dans les boulettes de papier, il y a des messages horribles. Eh bien, gardez-les. Vous les gardez. Même si c'est compliqué, même si vous en avez honte, vous avez honte de ces papiers-là, vous les gardez. Et ça vous servira, vous pourrez les montrer à l'adulte en qui vous aurez confiance et en qui vous pourrez totalement vous libérer de ce que vous avez. Ces éléments-là vont lui servir, en fait. Ah oui, en fait, il n'est pas en train d'exagérer. Il subit vraiment. Regardez ce qu'il a. Regardez tous les messages qu'il reçoit. Regardez son téléphone, regardez son Facebook, son Instagram. Donc, les preuves, c'est extrêmement important. Vraiment. Et en dehors même de... Voilà, vous n'avez pas besoin d'être victime pour lutter contre ce phénomène de cyberharcèlement. Si vous êtes seulement spectateur, si vous êtes témoin de tout ça, alertez quelqu'un. Alertez vos parents. Dites, j'ai mon ami au collège, le pauvre, il subit toujours ça. Ça va alerter vos parents. Ils iront peut-être parler à d'autres parents, qui eux iront parler à d'autres parents ou aux parents de l'élève en question. Et de là, on pourra peut-être certainement désamorcer la situation. Ne restez jamais silencieux parce que vous pouvez devenir acteur dans cette lutte. Et enfin, il y a des gestes simples à opter en fait avant même, de façon préventive, avant même de pouvoir être victime, pour éviter d'être victime de cyberharcèlement. Vous pouvez premièrement désactiver votre caméra si vous ne l'utilisez pas. Parce qu'on sait que les hackers, qui potentiellement peuvent faire du cyberharcèlement, utilisent votre caméra, même si vous ne l'utilisez pas. Ils ont des techniques pour pouvoir enregistrer vos images, prendre des photos de vous dans des moments où vous ne vous y attendez pas, où vous ne savez pas, et utiliser ces photos contre vous. Moi, je conseille toujours, et c'est ce que je fais d'ailleurs, de mettre un post-it sur la caméra de votre ordinateur. Vous mettez un post-it. Comme ça, dès lors que vous n'utilisez pas votre caméra ou peu importe, la personne ne pourra jamais prendre de photos. Vous retirez le post-it dès que vous avez besoin de votre caméra pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire et vous remettez le post-it. Parce que le post-it, ça permet à ce qu'on ne voit plus rien en fait. On ne voit plus rien du tout. On ne vous voit plus du tout. Donc, ça permet de bloquer. Premier conseil. Deuxième conseil, ne jamais dévoiler des informations personnelles. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est la mode. Tout le monde aime bien raconter sa vie sur Instagram, sur Snap, sur trucs. C'est sympa de raconter ce qu'on aime, ses passions, ce qu'on fait de la journée, etc. Mais gardez toujours votre jardin secret. Parce que si vous dévoilez trop de choses sur vous, ces personnes-là vont pouvoir utiliser vos failles pour pouvoir les utiliser contre vous derrière. Et c'est là qu'on entre dans le cyberharcèlement. Faites attention à vous, préservez-vous. Ne dites pas tout sur vous. Par exemple, adresse, ne jamais dire son adresse, ni son numéro de téléphone, ni même l'établissement dans lequel on va à l'école. Évitez ce genre d'informations. C'est des informations trop personnelles. Vous ne savez pas qui tombe sur votre profil. Et d'autant plus si vos profils sont publics. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas mettre vos profils publics. Mettez-les toujours privés pour pouvoir avoir l'option d'accepter ou de supprimer ou de refuser les invitations des personnes. Parce que si vous les mettez vos profils en mode public, tout le monde passe dessus. On prend vos photos, on les met dans des comptes FISA, comme le disait tout à l'heure Laura et Juliette, et puis on utilise vos photos à votre insu. Gardez vos profils privés. Et un dernier conseil, protégez vos comptes avec des mots de passe sécurisés. Un mot de passe sécurisé, qu'on s'entende bien, un mot de passe sécurisé, c'est un mot de passe qui a une majuscule, des lettres, des chiffres et un caractère spécial, style point d'interrogation, point d'exclamation, deux petits points, voilà, peu importe. C'est ça un mot de passe sécurisé. Ne mettez jamais un mot de passe qui vous est trop personnel. Un mot de passe style date de naissance, nom de famille, prénom de ma mère, prénom de mon père, mon deuxième prénom. Ne jamais mettre de tels mots de passe. Parce que c'est des mots de passe qui peuvent facilement être trouvés. Et une fois qu'on rentre dans votre compte, ça y est, c'est terminé. Là, c'est une épée de Damoclès qui est sur votre tête. Parce que la personne aura vraiment accès à toutes vos informations.
Voilà, aujourd'hui, on voulait vraiment vous sensibiliser sur ça et vous dire clairement, aujourd'hui, vous pouvez être acteur dans cette lutte. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être victime. Signalez les choses choquantes sur Facebook, Instagram, dès que vous voyez des choses même qui ne vous concernent pas et vous considérez que c'est choquant, que c'est de l'harcèlement, etc. Signalez ces commentaires. Ne laissez pas passer ce genre de choses. De toute façon, vous n'avez rien à perdre en signalant. Personne ne sait que vous avez signalé. Vous pouvez signaler autant que vous voulez, personne ne le saura, mis à part Facebook ou Instagram. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Laura, Juliette, Alexis, Geneba. Moi, j'en ai terminé. Merci Nadia pour ton intervention. C'était très très enrichissant. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Attendez une seconde. Laura, Juliette, vous voulez intervenir? Je pense qu'on n'avait rien à rajouter, enfin du moins pas maintenant. Après, je ne sais pas s'il y a des questions, etc. Ah oui, Asia. Attends. Bonjour. Désolée. Oui, vas-y, Asia. Après, Alexis, je te laisserai la parole. Moi, j'avais une question. En fait, je voulais savoir si l'amende, elle revenait à la victime ou à l'État. Alors, deux choses. Alors, je vais essayer d'être pas trop technique. L'amende en question, c'est une amende qui est à l'État. Donc, celle qui est prévue par la loi, c'est l'amende qui est prévue. Parce que quand on est auteur de fait, d'accord, crime, délit, contravention. Cette amende-là, c'est parce que vous avez violé les principes généraux du vivre ensemble. C'est-à-dire que vous avez porté atteinte à la nation. Quand vous faites du cyberharcèlement à l'encontre de telle ou telle personne, vous causez du tort à la nation entière, donc à toute la population française. Et donc, cette amende-là, elle revient à l'État. Par contre, quand vous vous constituez partie civile, lorsque vous déposez plainte, d'où l'importance de se constituer partie civile, vous pourrez demander des indemnisations. On appelle ça les dommages et intérêts. Et ces dommages et intérêts vous reviendront. D'accord ? Donc là, l'amende de 35 000 € et 40 000 €, si je me rappelle bien, ou 45 000, ce sont des amendes qui reviendront à l'État. Il faut savoir que pour le calcul de l'amende et pour le calcul des dommages et intérêts, on prend quand même en considération, quand même la personne et ses revenus. D'accord ? Si c'est une personne mineure qui ne gagne rien du tout, ça sera ses parents qui payeront. Ok. Parce que les parents sont responsables de leurs enfants pénalement. D'accord, merci, c'est plus clair. D'autres questions? Alexis, du coup, tu peux... Ouais, c'est que du coup, quand j'ai témoigné tout à l'heure, il y avait un truc que j'ai totalement oublié de dire. En fait, ça m'est totalement passé au-dessus de la tête. C'est que j'avais dit que j'étais jamais passé dans un compte Ficha, ce qui est vrai. Mais je suis passé dans un compte qui a beaucoup de personnes qui le suivent. C'est parce que du coup, il y a 1 mois et demi, j'avais fait un TikTok où je disais le prénom que je devais avoir à la base, donc, qui est un autre prénom qu'Alexis. Et donc, j'avais fait ça dans une ambiance où du coup, il y avait des lumières qui changeaient, etc., où je dansais. Et du coup, j'ai posté TikTok, etc., avec le texte marqué, du coup, le prénom que je devais avoir à la base. Et je n'étais même pas au courant que j'étais apparu dans ce compte-là. C'est juste que le lendemain, c'est un gars de ma classe, du coup, qui me dit que je suis apparu dans un compte qui a des milliers d'abonnés, où de base, il met des vidéos qui font rire. Donc, en gros, il a mis mon TikTok, qui de base ne faisait rien de drôle, etc., dans un compte où les gens peuvent se marrer en regardant des vidéos débiles, du coup, avec des milliers de personnes qui regardent, donc des milliers de personnes qui se foutent de ma gueule, donc des milliers de personnes qui partagent ce snap, ce compte, à des gens pour qu'ils voient moi en train de danser, en train de dire le prénom que je devais avoir à la base. Mais du coup, ouais, c'est juste pour rectifier un truc que je n'avais pas dit tout à l'heure. Et juste pour revenir sur ce que je viens de dire, juste, je me remets bien. Les parents sont responsables de leurs enfants civilement et pas pénalement. Je m'explique, c'est-à-dire que si l'enfant, parce qu'on peut aller en prison en tant qu'enfant, il y a des prisons pour jeunes enfants, à partir de 16 ans, vous pouvez aller en prison. Si vous allez en prison, ce n'est pas vos parents qui vont en prison. À 16 ans, vous êtes responsable pénalement de ce que vous faites. Par contre, civilement, c'est-à-dire que pour tous les dommages et intérêts, c'est vos parents qui vont payer parce qu'évidemment, vous ne travaillez pas.
Donc, c'est vos parents qui vont devoir payer vos dommages et intérêts. Voilà, je fais juste la distinction. Pénalement, les parents ne sont pas responsables. Un enfant qui a commis un tort, il va assumer sa responsabilité pénale tout seul. Donc, sauf s'il est vraiment trop jeune. Et là, on va pas considérer qu'il est pénalement responsable. On va dire qu'il est beaucoup trop jeune pour être responsable. Donc là, ça sera une cause d'exonération de responsabilité. C'est autre chose. Mais les parents sont civilement responsables de leurs enfants. Donc, si un enfant a causé du tort à telle ou telle personne et lui a causé d'un préjudice corporel, donc que ce soit physique ou mental, eh ben, c'est les parents qui paieront jusqu'à ses 18 ans. Vous avez d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Bonjour, je suis arrivé en milieu de conférence, mais j'avais une question par rapport à ce qui s'est dit. À un moment, j'ai oublié le prénom de celle qui parle, c'est Nadia. Elle a dit que oui, voilà, ceux qui sont victimes d'harcèlement et tout, faudrait que vous parliez, puisque il y en a certains qui ne parlent pas et qui restent souvent silencieux. Moi, j'avais une question. Après, elle n'est pas juridique, mais est-ce que vous avez décrit des faits ou des comportements des tendances de comportement qui montrent qu'une personne, elle peut être victime d'harcèlement, puisque, par exemple, il y a quelques années, je connaissais des filles qui se sont suicidées et après des enquêtes, on avait appris qu'elles se faisaient harceler. Mais est-ce qu'il y a des tendances de comportement, par exemple, pour une personne qui ne parle pas, et peut-être qu'on peut s'en apercevoir? Juste une petite question. Alors, David, déjà, donc sur le plan scolaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la baisse des notes en quelques semaines, ça, c'est un élément indicateur qui permet de voir qu'il y a un truc qui ne va pas du tout. Ça, c'est un élément qui est certain. C'est un indice qui ne trompe jamais. Si une personne était plutôt moyenne, voire bonne, et qu'en l'espace de quelques semaines, c'est la dégringolade au niveau des notes, des notes extrêmement basses, c'est quelque chose qui ne va pas. Ensuite, sur le comportement, on a pu constater de l'agressivité. Les personnes deviennent de plus en plus agressives. Souvent des enfants qui ne sont pas du tout agressifs, qui sont normaux, qui parlent gentiment, qui vont devenir vite très rapidement agressifs, c'est-à-dire qu'ils vont supporter aucune remarque. Vous allez lui dire quelque chose d'anodin. Bon, maintenant, tu arrêtes de faire ça. C'est pas correct de faire ce genre de choses. Elle va tout de suite s'exciter et elle va tout de suite prendre les choses comme si vous l'aviez condamné à quelque chose je sais pas moi, d'extrêmement répréhensible. Donc, les personnes deviennent de plus en plus agressives. Il y a une autre façon de voir aussi. Donc, elle est agressive, mais aussi très renfermée. C'est-à-dire que c'est un enfant qui va rentrer à la maison. Il va plus parler, il va rentrer dans sa chambre. Des fois, il ne voudra même pas venir dîner. Quelqu'un qui perd l'appétit, qui ne mange plus. Quelqu'un qui ne dort pas. Un enfant qui est cerné, on le voit. Un enfant qui n'a pas dormi de la nuit, on le voit. Il a les yeux rouges, il est cerné, il est pas bien, on le ressent. Un enfant qui a des troubles du sommeil, un enfant qui a des troubles d'alimentation, un enfant qui s'invente des maladies. Ah oui, on a vu aussi pas mal d'enfants qui disent souvent « Ah, j'ai une grippe, je me sens pas bien. Ah, papa, maman, j'ai mal au ventre. » Et en fait, vous vous rendez compte qu'il a vraiment rien et que c'est très répétitif. C'est très souvent, en fait. C'est toutes les semaines, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il a mal à la tête, soit il a mal à la cheville, etc. C'est souvent des excuses pour ne pas aller à l'école. Donc, en fait, c'est un faisceau d'indices. Il faut analyser l'enfant avant et essayer de l'analyser au moment où il y a eu le déclic, où vous avez senti qu'il y a quelque chose qui a changé. Et surtout, il faut essayer de pas trop comment dire, je sais qu'il y a des parents qui étaient beaucoup dans, bon, maintenant tu vas me dire ce qui va pas, beaucoup dans l'agressivité, vous voyez, il faut absolument pas être comme ça. Il faut essayer d'être très pédagogue et de lui parler de façon, tu sais, si tu comprends pas, s'il y a quelque chose qui va pas, tu peux m'en parler, fais-moi confiance, moi je te veux que du bien. Instaurer un climat de confiance. Il faut instaurer le climat de confiance pendant un moment pour que la personne puisse se dévoiler. Mais clairement, il ne faut vraiment pas aller voir son enfant et lui dire « Non, mais il y a quoi qui ne va pas? Dis-moi ce qui ne va pas. » Et commence à crier sur lui et lui dire « Mais maintenant, tu vas me dire, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. » Parce que là, il va se braquer et il va avoir peur. Parce qu'il va se dire « Si mon père ou ma mère commence un peu à crier sur moi, ça veut dire que moi aussi, je suis fautif. Donc, je ne préfère pas en parler parce que ça veut dire après, ça va me retomber dessus et ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas chez moi. » Vous voyez? Donc, voilà, il y a l'agressivité, le fait d'être en retenue tout le temps, ne plus pouvoir communiquer, ne pas manger, mal dormir, ne plus aller trouver des excuses pour ne pas aller à l'école, les notes qui chutent, le changement de comportement en classe, un enfant qui répond au prof, c'est ça maintenant.
Un enfant qui désobligeait envers les professeurs, alors que ce n'était pas du tout son caractère, ça n'a jamais été un élève comme ça. Bah, ça, c'est des éléments indicateurs. Ok, merci pour ces infos. Dans la fin de ton argumentation, enfin, j'ai reconnu des comportements de mes proches. Par contre, c'était pas des enfants, ils étaient à peine majeurs. Et du coup, c'était des membres de ma famille, des cousines éloignées. Mais c'est vrai que personnellement, qu'on essaye de venir avec une tact de parler, parce que moi, personnellement, j'ai essayé de parler à une fille de ma famille. J'ai essayé pendant 2 mois d'être calme, mais au bout de 2 ou 3 mois, la personne ne parlait pas. Et c'est vrai qu'à un moment, j'étais un peu agressif et lui demandais de me dire ce qui ne va pas. Et la personne ne parle toujours pas depuis des mois, des mois. Et parfois, ce n'est pas évident. Donc, si jamais au passage, tu as des articles ou des trucs qui peuvent aussi nous aider à avoir plus de tact envers ces personnes-là, ça peut nous aider. Après, tu peux toujours essayer de... elle est majeure, la personne a 18 ans? Comment? La personne en question Ouais, a 18 ans? est majeure, elle a 18, 19 ans. Bah, c'est toujours un peu compliqué, mais si c'était un enfant, moi j'aurais conseillé de l'emmener peut-être chez un psy en lui disant on va voir un médecin, c'est tout, tu sais que tu m'as dit que tu avais des douleurs, etc. Je vais t'emmener voir un médecin. Et en fait, c'est un psy en pédiatrie et ils savent comment s'y prendre avec les enfants pour leur faire sortir des choses de façon très. Voilà. Mais quelqu'un de 18 ans, quelqu'un qui a 18 ans, tu peux toujours lui dire que essaie de voir avec son entourage. Est-ce que tu connais ses amis? Est-ce que tu connais. Elle est complètement fermée et du coup, quand on parle de psy, il y a tous ces préjugés qu'on a par rapport au psychologue parce que la personne, elle ne veut pas forcément parler, elle dit que je ne suis pas fou, je ne suis pas folle et tout. Mais ouais, je pense que ça touche beaucoup les ados, je pense, ce phénomène. Après, il faut essayer de voir ses amis. Si tu connais des amis à cette personne, essaie de leur parler. Si tu connais une amie de confiance, tu sais que tu pourras lui parler de façon entre adultes et qu'elle pourra peut-être potentiellement t'envoyer sur des pistes. Les professeurs aussi, je ne sais pas si elle est encore au lycée ou à l'université, souvent les professeurs ils peuvent aussi voir certains éléments et après ça permet en fait de recadrer les choses et peut-être qu'ils te donneront des indications, des choses qui se déroulent à l'école ou quoi et qui pourront peut-être t'aider quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand c'est quelqu'un qui commence à grandir, un ado de 18 ans, 19 ans, c'est d'autant plus difficile que quand c'est un enfant plus jeune quoi. Ouais. Parce que clairement, elle était dans le profil que tu me disais, les notes qui chutent du jour au lendemain, des études pour pas aller à l'école et tout. Et ouais, d'accord. Non, mais au moins, j'ai eu des informations, j'ai posé des mots à des comportements et peut-être que je trouverai des idées à l'avenir. Ouais, n'hésite pas à peut-être contacter, je sais pas moi, une association. Est-ce qu'elle est proche, par exemple, d'associations, je sais pas si tu habites en quartier ou pas, mais est-ce qu'elle est proche d'associations de quartier, les maisons de quartier? Est-ce qu'elle a des jeunes à qui elle se confie, etc. Pas du tout grandi dans les quartiers, plutôt ouais, donc pas du tout. Mais essayer d'avoir des techniques d'approche. Ouais. Toujours dans la subtilité et pas dans l'agression, quoi. Parce que l'agression, ça marche pas du tout. Après, faut peut-être que la subtilité, ça va payer un moment ou un autre. Faut peut-être qu'elle est juste un peu dure et qu'elle elle est assez forte. Donc peut-être travailler sur ça pendant quelques temps et à un moment, elle cédera. Elle dira bon bah il veut peut-être mon bien, je vais peut-être lui demander. Enfin, il a l'air de peut-être de confiance. Ou tu peux même lui dire, tu sais, moi j'ai une amie qui a été comme ça, qui a été harcelée, et, elle m'en avait parlé à l'époque. Inventer une histoire, hein, c'est bête, hein, mais inventer une histoire où tu as aidé quelqu'un, une fille que tu connaissais, et peut-être elle, dans sa tête, elle va se dire, ah ouais, il est de confiance en fait, c'est vrai que je peux peut-être lui parler vu qu'il a l'habitude, il a déjà eu ça, tu vois. Des techniques comme ça. Et j'ai juste un dernier point. En fait, sur les phénomènes que tu expliques à la fin sur le comportement de la personne, mais ça me fait penser à de la dépression un peu. Et du coup, le harcèlement, une des conséquences, c'est la dépression, l'isolement, c'est ça? Dépression, isolement, et ça peut aller même très loin en tentative de suicide et suicide. Ok. Mais comme Alexis l'a dit tout à l'heure, son témoignage, il était limpide et tellement clair. Voilà, ce qu'on a appris, c'était son physique.
on l'a jugé sur son physique. Et on a pris son physique pendant plusieurs mois et on l'a continué à le critiquer sur son physique jusqu'à temps qu'il ait perdu confiance en lui. Il s'est senti honteux, il n'avait plus du tout envie d'en parler. Il a développé des angoisses et ça a débouché sur de la dépression parce que finalement, il n'a trouvé personne à qui en parler. Et il s'en est sorti tout seul, Alexis. In fine, c'est ça qu'on a pu conclure, c'est qu'Alexis s'en est sorti tout seul parce que aussi, ça s'est tassé au fur et à mesure du temps. Il n'y a aucun adulte qui l'a aidé parce qu'il n'a pas trouvé l'adulte qui pouvait potentiellement l'aider. D'où l'importance d'instaurer vraiment de la confiance, soit avec ses amis. La confiance, c'est vraiment la chose qui va permettre en fait de débloquer la personne et elle pourra t'en parler de façon spontanée, naturelle, sans qu'elle ait de crainte en fait d'être jugée. Ah oui, surtout dire que moi je te jugerai pas, parce qu'elle a toujours peur d'être jugée. Moi je te jugerai pas, parce que t'inquiète, je connais ce genre de choses, je l'ai déjà vu avec des amis à moi, je te jugerai pas, tu sais, je te connais, voilà, t'inquiète pas, je suis une tombe, tu pourras me parler de tout ce que tu veux, même tes parents ils sauront pas, tes frères, tes sœurs, personne ne saura, il n'y a que moi. Enfin voilà, c'est vraiment la confiance. Une fois qu'un ado il est en confiance, c'est bon. D'ailleurs, les psys, c'est ce qu'ils font au début. Hein. Les premières séances, c'est pas ah bah alors dites-moi ce qui vous est arrivé. Non, non, ça va être des discussions pendant plusieurs séances pour instaurer une confiance. Lui dire bon, écoute, voilà, moi j'ai fait ça, je sais qu'à l'école ça peut être compliqué, il y a des choses qui vont pas. Et pendant un moment, c'est le psychologue qui va parler jusqu'à ce que l'ado sera en totale confiance. Et là, il va pouvoir se délivrer en fait. Enfin, un travail. Ok, merci beaucoup. Assia, tu as une question? Oui, je voulais juste dire par rapport au cas de David, en fait, je lui conseillerais de se confier, lui en premier, et ensuite d'essayer de surtout rassurer la personne et en mode de dire que son comportement, il n'est pas comme d'habitude et voilà, et je pense que ça aiderait. Merci beaucoup. Moi, j'ai juste une question, Nadia, sur le plan de... Enfin, si on est victime de ce harcèlement-là, est-ce que lorsqu'on veut porter plainte, on doit ramener des preuves? Alors, vous pouvez les ramener. Les policiers ne vont pas les prendre. Parce qu'ils n'ont pas le droit, en l'occurrence, ils n'ont pas le droit en pratique de prendre ces trucs-là. Mais c'est toujours important de les ramener. Pourquoi? Parce que dans le PV de plainte, donc dans le procès verbal de plainte, ils pourront dire la victime a apporté avec elle des photos, des vidéos, des messages prouvant qu'elle a reçu tel et tel message. Ils pourront même mettre des extraits de messages, mais ils ne pourront pas prendre ces photos-là. Ils n'ont pas le droit. Et il faudra garder ces preuves-là parce qu'ensuite, le procureur, s'il décide évidemment de poursuivre l'affaire et donc de donner le dossier à un juge d'instruction qui fera l'instruction, donc l'enquête policière de l'affaire, ils vont vous demander de donner toutes les preuves que vous avez en votre possession et eux vont rechercher les preuves aussi. Donc, c'est important de les garder, surtout toujours garder des copies, ne pas mettre ça seulement sur une clé USB ou sur un ordinateur ou quoi. Il faut trouver plusieurs copies, les imprimer, les mettre sur un dossier, faire des impressions de ce dossier, les garder pour que ça ne se perde jamais. Et là, le police judiciaire s'en servira plus tard. Mais sur le coup, vous pouvez les ramener, c'est conseillé même de les ramener parce que ça donne une autre ampleur à votre plainte. Donc, quand une victime vient avec des preuves, les policiers se disent souvent « Ah oui, bon, c'est quelqu'un qui a quand même un bon paquet de preuves et il y a certainement des chances que le procureur décide de poursuivre l'affaire. » Et donc, lui-même, l'officier de police judiciaire, lorsqu'il fera son procès verbal de plainte, il mettra la victime a apporté une photo dans laquelle on peut voir apparaître tel et tel mot, telle ou telle insulte, tel ou tel, voilà. D'accord, ok, merci. Quelqu'un a d'autres questions? Assia? Je ne sais pas si c'est... Ah non, j'ai oublié de baisser la main, désolée. Pas de souci. Et quand les preuves, enfin pour rebondir à ce qu'a dit Djeneba, quand les conséquences ils sont émotionnels et tout, c'est difficile d'apporter des preuves. Certificat médical. Ça, c'est hyper important. Si vous sentez que l'enfant commence à changer, vous l'envoyez chez un psy. Qu'il fasse un certificat médical qui établit tout. On appelle ça les préjudices corporels. Les préjudices corporels, ça englobe tous les préjudices physiques, mais aussi mentaux.
Donc, pour prouver que cet enfant a subi un préjudice psychologique, il faut absolument faire l'état de cet état de santé. Et comment on établit cet état? Au travers de certificats médicaux. Certificats médicaux, ils vont vraiment servir. Et le juge, lorsque le procureur aura ces certificats médicaux en main, il va dire oui, bah, là, on a l'attestation d'un médecin qui dit que clairement, l'enfant a changé. Il est en dépression, il est suivi, il vient voir le psychologue à fréquence de 2 fois par mois, 3 fois par mois, 4 fois par mois. Donc, dès que vous sentez qu'il y a quelque chose, il faut emmener l'enfant chez le médecin. Le psychologue de préférence, c'est psychique. S'il s'est blessé, alors, je vais parler de quelque chose qui est un peu violent, mais ça existe, les enfants qui font des scarifications. Les enfants qui font des scarifications. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Scarification, c'est se blesser, c'est se mutiler. Si on voit ça chez un enfant, il faut l'emmener dans un premier temps chez un médecin normal, donc par exemple son médecin traitant, son médecin généraliste, qui fera un certificat médical de ces scarifications, de ces mutilations. C'est un peu dur, mais il faut les prendre en photo. Il faut les prendre en photo parce qu'après, ça se soigne et voilà. Il faut les prendre en photo sur le coup, les garder et surtout faire un certificat médical d'un médecin, le médecin traitant de l'enfant souvent parce qu'il se sentira en confiance avec le médecin traitant, qui fera état dans un certificat médical de telle et telle scarification dans telle et telle partie du corps et ensuite l'emmener chez un psychologue qui fera aussi un certificat médical. Sachant que quand un médecin traitant voit ce genre de choses, il fait une lettre pour que vous alliez voir un psychologue de façon automatique. Hein. Voilà. Ça, c'est des choses qu'il faut... Malheureusement, sur le coup, on n'y pense pas trop parce qu'on est super inquiet. On se dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, mon enfant? Et tout et tout. Et sur le coup, c'est vrai qu'on n'y pense pas parce que on pense qu'à notre gosse, on n'en pense qu'à notre enfant. On se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai raté combien de trains, etc. Qu'est-ce qui lui arrive? Il ne faut pas oublier cet aspect-là parce que ça pourra éventuellement vous servir plus tard, lors d'une plainte, avec tous ces certificats médicaux. Voilà. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions, il nous reste à peu près 10 minutes. Sinon, je laisse la parole à Nadia, Juliette et Laura pour conclure sur ce sujet-là. Je vous laisse conclure, les filles, si vous voulez. Je ne sais pas s'il y en a quelque chose à rajouter, Laura, sur le sujet. Ouais, moi j'ai quelque chose à dire rajouter, j'étais pas là au tout début. Du coup, désolé, ça bug un peu, j'étais pas sûr. Vous m'entendez bien? Oui. Ouais. D'accord, ok. Mais du coup, en gros, le webinaire était plus axé sur le harcèlement envers les enfants ou envers les collégiens, les lycéens ou en général? Parce qu'en fait, Nadia a beaucoup parlé d'enfants dans le... En fait, en principe, l'atelier, il y avait pas mal de collégiens et lycéens qui assistaient à cet atelier-là. Évidemment, tout ce qu'on a dit là sur le cyberharcèlement concerne évidemment les adultes. Hein, s'ils sont également harcelés sur Internet, c'est exactement le même processus à suivre, les mêmes dépôts de plainte, etc. Mais c'est vrai qu'on avait une vision beaucoup plus... on avait visé un public jeune parce que c'était initialement ce qui était vraiment prévu et finalement, c'est souvent les plus jeunes qui ne sont pas au courant de ce qu'ils doivent faire. C'est souvent ceux qui n'ont pas de défense. Et c'est souvent les jeunes qui ne savent pas ce qu'ils ont à faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire, etc. Donc, personne adulte, déjà quelqu'un qui est un peu plus averti, qui sera, déjà, psychologiquement, il sera moins atteint qu'un enfant et il saura comment s'y prendre, quoi. Mais évidemment, si un adulte est victime de cyberharcèlement, il fait exactement la même chose, les mêmes conseils que j'ai donnés tout à l'heure, il les reproduit exactement et puis il dépose plainte et l'affaire suivra son cours. Ok, merci. En fait, on est une association on cible les cyberharcèlements sexuels, les comptes chats, etc. Mais c'est aussi en fait
des adolescentes, on a bien sûr des adultes, on a des femmes qui vont jusqu'à la cinquantaine d'années, mais on a beaucoup en fait, de jeunes filles, d'adolescentes de 12 à 17 ans qui sont en fait, touchées par ce phénomène de ficha. Donc c'est vrai que c'est possible plus la sensibilisation, notamment au niveau des victimes, ou des amis des victimes, enfin, les jeunes filles, et après la sensibilisation chez les adultes, chez les jeunes adultes, chez les parents aussi, comment ça se passe avec leurs enfants, etc. Quand on est confronté à ce genre de situation, mais c'est vrai que les victimes en elles-mêmes sont souvent des jeunes filles. Personnellement, j'ai rien entendu, ça a bugué de mon côté. Oui, moi aussi, je pensais que c'était pour... Ouais, bah, moi que pour moi. aussi, je pense que c'était pour... Je sais pas si ça fonctionne, sinon... Ouais, ça bug toujours. Là, j'entends rien aussi pareil, là. Ouais, ça pareil. Hein. Ça bug toujours. Moi, j'ai compris quelques mots, donc ça va, mais... Ok, bon, bah, ouais, pareil, j'ai compris aussi quelques mots. Je crois qu'en gros, ce que Juliette disait, c'est que bon, bah, ça peut arriver en soi à tout le monde. Et ouais, je suis pas traductrice de Juliette Robot. Donc, je sais plus exactement ce que tu disais. Ouais, en fait, il y a des associations, des collectifs qui se forment. Et puis notamment en victime, nous, on a un petit groupe secret, je dirais, dans le sens où il y a vraiment que les victimes qui veulent échanger entre elles qui peuvent accéder à ce groupe. Donc, si jamais il y a des victimes qui veulent parler avec des personnes concernées, juste, parce que on se comprend toujours mieux quand on est concerné par les mêmes choses. Voilà. Que dire d'autre? Eh bien, rapprochez-vous d'associations, du planning familial. Et puis, voilà. On espère avoir répondu à la plupart de vos interrogations et qu'on ait pu aujourd'hui. David, si tu pouvais couper ton micro, s'il te plaît. Merci. On espère vraiment avoir pu vous sensibiliser aujourd'hui sur ce phénomène et sur les impacts réels sur les victimes et sur leurs conditions de vie. Voilà, on espère qu'aujourd'hui vous serez beaucoup plus sensible à ce genre de choses et que vous interviendrez maintenant de façon spontanée sans même que vous soyez victime, mais lorsque vous voyez des choses qui ne se font pas, qui sont illégales finalement, vous interviendrez notamment juste par un simple clic, le signalement, qui fera son affaire et qui aidera beaucoup la victime en question. Donc voilà, on espère vraiment, et au travers du témoignage d'Alexis, on espère aussi que voilà, aujourd'hui vous comprenez beaucoup plus l'état des victimes lors du cyberharcèlement et du harcèlement de manière générale, et aussi leur état émotionnel après la cessation de l'harcèlement et du cyberharcèlement. Et puis le collectif Stop Ficha nous a permis aujourd'hui aussi de comprendre le phénomène surtout des comptes Ficha qui aujourd'hui sont une gangrène sur le net et qui sont de plus en plus difficiles à trouver et à démanteler. C'est réellement des réseaux cybercriminels. C'est vraiment des réseaux cybercriminels. Il ne faut pas du tout discréditer ce que c'est. Ce sont des choses vraiment très, très graves et qui aujourd'hui commencent à prendre de l'ampleur. Voilà, les juges sont dépassés, les victimes sont dépassées, les collectifs sont dépassés, les avocats sont dépassés. Ce sont des choses de plus en plus graves, de plus en plus incontrôlables. Et on est tous concernés par tout ça. Parce que si ça ne nous arrive pas à nous personnellement, ça peut arriver à nos enfants, ça peut arriver à nos frères et sœurs, ça peut arriver à nos amis, ça peut arriver à des gens qu'on connaît de loin. Et malheureusement, ça peut arriver et ça peut entraîner des drames. Et il faut absolument éviter que ce drame se reproduise de nouveau. Voilà. En tout cas, si vous avez d'autres questions par rapport à tout ce qui touche voilà, aux violences en ligne et puis aussi aux questions juridiques, puisqu'on a aussi du coup une avocate dans l'équipe, il y a un live qu'on avait fait sur Stop Ficha qui est du coup dans les publications sur le Instagram. Et en fait, en commentaire ou alors en privé, vous pouvez poser des questions si jamais vous en avez à l'avenir
etc. Et puis j'imagine que peut-être GetUp pourront vous envoyer vers d'autres personnes si besoin aussi. Effectivement. Et également, si vous souhaitez recevoir le fichier PDF avec toutes les informations que nous a donné Nadia et les filles, je vous laisse mon mail dans dans la conversation. Et voilà. Sinon, je vous remercie tous d'avoir participé à cet atelier. Si vous n'avez rien à rajouter, je pense qu'on va conclure, qu'on va finir notre conversation maintenant. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je regarde. Non. Donc, je vous remercie Nadia, Laura, Juliette et Alexis pour ce témoignage vraiment poignant. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, bon Au week-end. revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée. Vous voulez faire un point, les filles, sur ce qui fait... on fait un after entre nous. Je vois les seules têtes qui sont restées. On attend que tout le monde s'en aille. Attends. Je vais attendre que tout le monde parte. Ça fait comme en cours où en fait tu te connectes et à la fin du cours, comme tu n'as pas trop suivi. C'est ça. Ah. Ok. Et normalement, c'est... non. Il manque Aïcha, je pense. Aïcha, c'est Khadija, donc je pense ok, bah c'est bon. Alors je pense que ça y est, on est seul. Ouais. Oh, c'est bon. Je regarde. Je sais pas Juliette, réessaye. Ah bah là, elle a bugué. Moi, Là, elle a bugué complètement, en fait. Bon, bah, c'était vachement cool, hein. Franchement, les 2 heures sont passées rapidement. Il y avait quand même un public assez réactif et ils se sont sentis très concernés par ce qu'on disait. Donc, c'était assez plaisant. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu un moment de trou. Je trouve que du début à la fin, ça a été très interactif. Donc, c'est plutôt cool, c'est plutôt positif, je pense. Et puis, c'est cool que Stop Ficha ait pu intervenir parce que là, je pense qu'ils vont en parler. Et puis, s'il y a un souci, ils reviendront vers vous. Et donc, ça, c'est super top. Ouais, Stop Ficha, je pense que c'est quelque chose qui leur parle beaucoup parce que c'est leur génération, en fait. Donc, ouais. Merci beaucoup pour votre présence, encore une fois. Ben, merci pour l'invitation. En tout cas, c'était cool. Puis, du coup, on est un peu de toute la France, en fait. Nous deux, là, avec Juliette, on est sur Poitiers. Enfin, moi, là-bas, je suis de Tours. Il y en a qui sont sur Paris, à Nice, à Toulouse, à Lyon. Et du coup, ça nous permettra, quand il n'y aura plus le confinement et tout, de faire même des interventions en présentiel, dans des classes, etc. Donc, si jamais, notamment, du coup, GetUp, c'est à Paris. Ouais. Bah, du coup, il y en a qui sont sur Paris. Si jamais vous avez besoin de personnes pour des actions, pour d'autres ateliers, Voilà. Ok, ça marche. Dans tous les cas, on a vos contacts, que ce soit pour Stop Ficha ou Nadia. Donc, on reviendra vers vous si jamais on a besoin pour un éventuel autre atelier. Ce serait vraiment avec plaisir. Ouais, pas de souci. Et puis, comme j'avais dit la dernière fois, pour les ateliers au niveau de la sensibilisation des droits, etc., on peut toujours continuer si tu veux qu'on organise des ateliers mensuels ou des trucs comme ça. Faudra juste qu'on essaie de mettre en place un truc assez rythmé, quoi. Donc, que ce soit des rendez-vous mensuels, tu vois. Sur des thèmes, il y a aucun souci, avec plaisir. Vive les banlieues. C'est tout ce que j'ai à dire.
Ça marche. Bah, dans tous les cas, on reviendra vers toi avec Kadja et Inès sans problème. Ok, pas de souci, pas de souci. Bon, bah, bon courage à vous, les filles. Bonne fin de confinement. Merci à vous aussi. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Bonne soirée. Merci, à bientôt. Bonne soirée.